Bonjour, bienvenue dans le nouveau format vidéo de Sortie du Four. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Sortie du Four, c'est un podcast hebdomadaire qui est diffusé sur toutes les plateformes de streaming et dans lequel notre équipe écoute, analyse, décortique les dernières sorties rap français. On écoute tous les projets toutes les semaines, on vous fait des retours, des recommandations. On vous propose désormais un format vidéo avec des invités. On remercie par ailleurs Grice et son équipe pour la mise à disposition du matériel, du studio, la bienveillance. Un grand merci à toute son équipe. Avec moi pour cette émission, Mekolo et Yerim. Yeah. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir. Ah ouais, dans SDF, on insulte aussi les fachos. C'est au programme. Ça revient très souvent. Ouais. Oui. C'est une petite marotte de l'émission, ouais, effectivement. On aime bien. Effectivement, on a un invité aujourd'hui, le jeune Elsie. What's up ? Ça va ? Bonsoir, bonjour à tous. Très content de te recevoir. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir, on est très content de t'avoir avec nous. On va pas te faire l'affront de te présenter, de te demander de te présenter, parce qu'on va le faire nous-mêmes quand même. On fait un peu le taf parfois. Ouais, parfois. Et on va mettre Yerim sur le dossier. Présente-moi bien. Oui, parce que spoiler, en fait, dans le groupe, t'as demandé du coup qui va se charger de le présenter. Voilà. En fait, personne n'a répondu. Et donc on a fait un tirage au sort. Ça va être... Là, en fait, je suis juste sur Genius et j'ai 5 lignes. Moi, c'est le tout début de ta vie. Genre, il est né à Bobby. Donc, jeune LC pour Lyrical Concept. Ouais. Voilà. Ça, peu de gens le savent, il me semble. Mais t'évolues dans le rap depuis le tout début des années 2000, en fait, finalement. Je commence à rapper en 96 mes premiers textes, mais après les premiers sons qui sortent, 2005. C'est ça. T'as un groupe très éphémère avec Ashraf. Avec Sharaf. Avec Sharaf, ouais, pardon. Ashraf, c'est la version tunisienne de Sharaf. Ah oui, c'est vrai, blaze. Marocain, ok. Du coup, ça c'est pour ceux qui avaient vu le reportage sur le crunk de Canal+. Il y a peut-être plus de 20 piges maintenant. Ça s'appelle le crunk. Et c'est le courant musical branché du moment. Rafcha, mec, je vais faire ma chico en diamant et platine, c'est chaud. J'ai déjà 12 dents en platine dans ta gueule, t'es pas prêt pour moi. Mec, je suis un homme riche, merde. Oh! Sharaf et son pote Willow sont aux anges. Ils aiment se sentir chez eux avec les Quinri, les Américains dans la langue des cités. Incroyable. Quoi, grand moment. T'as bougé dans plusieurs villes du 93, après uniquement Paris intramuros à ma connaissance. En fait c'est simple, mon père vivait dans le 93 et il a déménagé dans plusieurs villes, mais ma mère vivait à Paris depuis que j'ai 12 ans et donc du coup j'étais un peu dans les deux en même temps en fait. C'est ça. Et du coup d'abord 10e et... Non, d'abord La Fourche. Ah ok, d'accord. Les deux. Ok, 7e. Ouais. Et ensuite 10e. Et 10e, ça fait 20 ans que je suis dans le 10e. Voilà, donc maintenant, on va dire que... Et quand même un Parisien du Nord. Voilà, Nord parisien, banlieue Nord, ça reste... Tu restes les bons endroits. Exact. Et du coup, t'as pu côtoyer pas mal de collectifs, en fait, même si toi, t'évolues en solo. Mais on voit, même encore aujourd'hui, souvent aux côtés de Bon Gamin. Mais avant ça, il y avait La Ride, Noir Fluo, etc. Et pas mal d'autres, au final, parce qu'il y avait le moment où... je crois que première apparition discographique, ça devait être la compile d'ALPHA. Je crois que c'était pas West Rider, un truc comme ça. Ouais, c'était... avec CSRD, mais il y avait un truc. Compile... Il y avait un truc chargé, ça s'appelle... Non. Chargé, pour moi, ça arrive plus tard. Toi, t'étais là dans une des... Je crois pas que j'avais posé... Non, j'avais pas... Ah ok, t'avais pas posé, d'accord. Non. Mais je les connaissais, on ridait avec eux. Mais j'étais un peu plus petit aussi, tu vois. Donc, en vrai, au tout début, je commençais à traîner avec Dusty Corleone, paix à son âme, LPHA et tout. Je venais un peu de revenir sur Paris, donc j'étais pas encore établi vraiment en tant que rappeur, tu vois. Donc, c'est ça. Voilà. Et en tant que rider, oui. C'est ça, voilà, parce que toi, en fait, on va y revenir plus tard, mais ça a été ça un peu la constance du truc. Ça et... Après, il faut dire que t'as rider sans voiture quand même. C'est rider parisien. Ouais, voilà, c'est ça. La ride, c'est un mode de vie à Paris. C'est un autre style de ride. Tu rides le métro, le Noctilien. Ouais, tu rides aussi en Uber, tu rides en... Mais ça, c'est plus tard que tu rides, quand t'es un peu plus âgé, que tu rides en Uber. Ah, moi, j'ai ridé jeune en taxi, j'avais... Ah ouais? T'avais talent. C'est à pied. J'allais y venir, c'est que l'autre constance, jusqu'à récemment, et on y reviendra justement, jusqu'à la rupture avec ça, c'était la couleur blanche pour le côté nuit blanche, t-shirt et autre chose. Et
t'as eu, on va dire, discographiquement, un parcours un peu chaotique parce qu'en gros, le rap, c'était ta passion, mais c'était pas du tout ton activité professionnelle, c'était pas au centre de ta vie, etc. T'as fait plein de trucs, t'as tenu un bar pendant longtemps, et donc tu sortais plus en mode loisir, comme un mec qui va au foot avec ses potes. J'avais l'impression que c'était plus ça ton rapport à la musique. En plus, alors ce qui est très chiant, c'est que tu as supprimé pas mal de tes propres projets. Ça me collera toujours à la peau. J'ai l'impression que ça ressort à chaque... Et c'est ça, et en plus, après ce qui est marrant, c'est que... J'étais bipolaire. Ce qui est marrant, c'est que tu as malgré tout une petite commu, mais genre petite mais costaud, qui réupload régulièrement tes trucs, quoi qu'il arrive. Merci à eux. Et c'est ça. Et, des compiles, des remixes. Ouais, merci à eux. Ouais, merci à eux. En vrai, ils ont fait partie aussi du fait que ça persiste et tout. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que tu as un morceau que j'ai pas retrouvé, mais qui s'appelle Sortie du four. Ouais. Donc, oui, en plus, j'avais dit qu'il fallait que je te l'envoie. Je l'ai, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois, ouais. J'ai vérifié, mais... Ouais. Tu fais quoi ce soir? Tu veux faire un tour? J'ai des petits gâteaux sortis du four. À un moment, t'as quand même fait, on va dire un bootleg, mais officiel, qui était l'anthologie haussmannienne. Oui. Il va y avoir d'autres volumes qui vont sortir, je pense. Ah, d'accord, voilà. Donc ça arrivera. Après, il y en a beaucoup qui sont très mal mixés, ou qui sont sur des phases B, des fois, des trucs comme ça. Donc c'est un peu dur, des fois, de les sortir. Et il y a quelques années, je dirais un peu plus de 2 ans maintenant, tu décides en fait de, entre guillemets, faire du rap de manière professionnelle. Donc tu t'associes avec le label Jeune à Jamais. L'histoire est un peu plus complexe que ça, mais en gros, ce qui se passe, c'est que moi j'avais décidé d'arrêter de rapper. J'avais sorti un EP qui s'appelait Fin de jeu en 2023. Et en fait, au moment où je faisais ce EP, il y avait des trucs qui s'étaient mal passés et je m'étais dit, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Et donc je drop ce EP plus tôt que prévu. Il n'y a que 4 morceaux, il devait y en avoir 6-7 à la base et je l'appelle Fin de jeu en mode, voilà, c'est fini. Ton adieu au rap. Voilà, c'était ça, genre. Et du coup, je crois 1 an après, il y a Dimé qui m'appelle et qui me dit, vas-y, viens poser sur mon projet. Et comme Dimé, c'était un poteau de ride un peu, on se connaissait depuis longtemps, je me dis, vas-y, ça serait cool que je pose. Et du coup, j'appelle un studio dans lequel j'allais enregistrer, qui s'appelle 386 Lab, dans le 9-4, et je vais là-bas pour enregistrer. Bien, c'est des poteaux. Ok, et voilà. Louise... Alors, Louise ne fait plus partie. Mais c'était Louise à l'époque et tout. Ouais. T'as Louise. Et mais oui, Louise qui a fondé ce label avec Léo Tomley et Romain 1100. Et du coup, quand je retourne pour enregistrer mon couplet, ils me disent qu'eux, ils sont devenus un vrai label maintenant. Ils ont signé une distrib avec Universal, je crois. Et je suis sûr. Et ils me proposent de me signer. Au début, je dis non, parce que moi, j'avais décidé d'arrêter. Et puis, 1 mois après, je crois que je suis à un concert de ma pote Bonnie Banane et je suis un peu genre, ah ouais, ça me manque de monter sur scène quand même et tout, tu vois. Genre, finalement, je les appelle, je leur dis let's go, faisons le projet. Et donc, c'est là que ça m'a relancé. Donc, j'ai fait un album avec eux, 386 Lab, Universal. Et là, maintenant, je suis parti en indé avec Je n'ai jamais pour Nouveau Hustle. Donc, Nouveau Hustle, le titre fait écho au côté, entre guillemets, évolution de ta propre vie, même en dehors du côté professionnel dans la musique. C'est bien, t'as bien compris. Ouais. Du coup, depuis Argent Sale, Coton Blanc, tu te vois comme un rappeur à plein temps? Est-ce qu'il y a eu une espèce de rupture, on va dire, dans ton fonctionnement à ce moment-là? Rappeur à mi-temps. Parce que je suis sportif aussi. En fait, au moment où, justement, donc là, on est en 2024, donc il y a 2 ans, que le 386 Lab me propose une signature. Moi, je venais de passer mon diplôme de coach sportif. J'essayais de me dire, voilà, il faut que je trouve un métier, que je fasse quelque chose si je fais plus de rap et je fais plus les autres activités que je faisais auparavant. Et donc, du coup, donc là, depuis 2 ans, on va dire, je jongle entre le sport et la musique, qui sont mes 2 passions, en fait. Ouais. Donc, voilà. Après, il y a des fois, le rap est un peu plus prépondérant. Des fois. Donc là, rappeur à mi-temps, et avant ça, t'étais rappeur intermittent, en gros, c'est ça? Où il y a déjà des moments où tu t'es dit... Si je pourrais mettre un mot, avant, c'était vraiment chaotique, quoi. C'est vraiment des périodes, il y a des moments... Enfin, ça a été par vague. Tu pensais vraiment que t'allais, entre guillemets, arriver à arrêter, parce que c'est un problème que plein de rappeurs ont, ils arrêtent jamais, et qui disent au final, non, en fait, c'est au-delà de toutes les autres addictions, en fait, c'est juste... c'est vrai qu'il y a une addiction au rap. En fait, je pense que quand t'es rappeur et que... Moi, je rappe depuis que j'ai 12 ans, tu vois, donc ça fait 30 ans que je rappe, tu vois. Dès que je vais entendre un beat, il y a des rimes qui vont sortir dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en vrai, même si je veux arrêter,
techniquement, je vais jamais arrêter. Tu vois, dans le sens où je vais quand même gratter des rimes par-ci, par-là, sur mon téléphone, sur un bout de papier, un truc, tu vois. Donc, et du coup, forcément, des fois, tu dis, attends, là, je viens d'écrire un bête de texte, vas-y, il faut que je le sorte, tu vois. Donc, il y a ce truc-là un peu où je pense que tu peux jamais réellement arrêter, tu vois. Donc, mais maintenant, j'arrête de dire que j'arrête. Que t'arrêtes. Ouais. Et comment, à 12 piges, genre, tu te dis, vas-y, ça y est, je trouve qu'il y a une espèce de... Parce qu'en ce moment, je suis sur un projet et tout, donc je regarde pas mal de profils de rappeuses et de rappeurs. Et il y a un truc de commencer jeune. J'ai pas l'impression que dans les autres styles musicaux, ça se passe comme ça, mais de commencer à écrire jeune, ou par la poésie, mais il y a vraiment un truc de... vous, comme toi et tes collègues, vous commencez jeune. C'est comment parce que moi, je sais ce que je faisais à 12 ans. Crois-moi, j'écrivais pas des textes. Hein. Ouais. J'étais pas là. Est-ce que tu étais déjà énervé comme ça? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Ma mère, elle me disait que je suis une révolutionnaire sur une barricade. Ouais. De ouf. À 12 ans, elle chassait les skins dans Paris. Je crois. Non, à 12 ans, nous, on était... bref, petite anecdote, mais moi, je me souviens ce que je faisais à 12 ans. Et on avait refusé de faire la minute de silence pour le 11 septembre parce qu'on faisait pas de minute de silence pour les Palestiniens. Donc on avait dit ça, on va couper au montage par contre. Non mais même on n'en faisait pas. Donc du coup voilà ce que moi je faisais à 12 ans. Moi on m'avait chanté joyeux anniversaire pendant la minute de silence, c'était drôle. Parce que je suis né le 14 septembre en fait. Ah donc toi ils t'ont avancé ton birthday. C'est quoi cette classe là? Non parce qu'ils ont fait la minute de silence je crois le lendemain. Oui c'était le lendemain. Et du coup, ouais. Voilà, c'était ça et du coup voilà. Bon après on s'est fait tège hein, clairement mais voilà. Mais du coup tu faisais quoi le 11 septembre? Vas-y. C'est quoi ton alibi? J'étais à l'école. Je me rappelle je suis rentré et il y avait un cléon du bled qui était là et qui regardait ça et je sais pas, c'était assez impressionnant comme scène. Okay. Je sais pas s'il était content ou pas content. On pourra couper ça aussi éventuellement. Ouais, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est comment tu t'es passionné ce truc-là parce que 12 ans c'est jeune, en plus on est encore des enfants quoi. Je me dis 12 ans c'est vrai que et en plus en vrai à cette époque-là on était un peu les seuls du quartier à rapper à cet âge-là quoi. C'était pas parce qu'aujourd'hui je pense que c'est plus ça doit plus exister. Oui. Mais à l'époque, ça n'existait pas, tu vois. Le rap n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. C'est pas tout le monde écoutait du rap. Aujourd'hui, maintenant, les gens qui ont des enfants, leurs parents, ils sont nés avec le rap, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, c'était pas le cas. Pour situer, t'as 12 ans, c'est en quoi, 96? 96 exact, exact. Bon calcul. 96. Déjà, d'une, je traînais avec des mecs qui étaient plus âgés. En fait, je traînais avec mon voisin, en fait, de palier, qui lui était plus âgé. Et en fait, on passait la journée à regarder des clips sur MTV, où on copiait sur... À l'époque, ça passait sur M6 le jeudi soir, je crois. C'était, je sais plus comment ça s'appelait. C'était une émission où il y avait que des clips de rap, quoi, tu vois. Donc, on copiait les clips, on regardait la télé, on recopiait les chorés, on dansait, on re-rappait, tu vois. On passait nos journées à faire ça, en fait. Donc, déjà, on avait déjà appris à rapper un peu en imitant. D'accord. Et puis, mon voisin, c'était un Congolais, tu vois, il a grandi avec la musique. Ah, fallait dire ça tout de suite. C'est ça, tu vois, il a grandi, il dansait déjà quand il était tu vois, petit, tu vois. Donc, en jouant avec lui, en fait, c'était un jeu, en fait. Tu dansais aussi? Alors, on est devenu breakdancer après, ouais. Voilà. Le breakdance, c'était encore à la mode. Plus que le rap, le hip-hop, il y a un côté vraiment, t'as embrassé cette culture tout jeune. De fou. Et puis même moi, je vivais à Bobigny, il y avait le festival XXL, c'est un festival à l'époque hip-hop, où t'avais, du coup, pendant plusieurs semaines, t'avais plein de gens qui venaient rapper, il y avait des concerts à l'intérieur, des concerts à l'extérieur, donc nous, on voyait un peu ça, tu vois. Puis même dans le 93, il y avait quand même une énergie assez hip-hop, tu vois, donc on a baigné un peu dans ça, et puis voilà, la danse, ça fait partie du truc, quoi. Donc, ouais. Mais voilà, on a commencé pour le kiff, quoi. Tout à l'heure, tu parlais du fait que voilà, tu étais un peu convaincu d'arrêter. Et voilà, pour toi, c'était. Même si tu avais toujours cette espèce d'addiction au rap, t'arrives dans une période où voilà, pour toi, tu passes à autre chose. Est-ce que là, le fait de dire c'est reparti de la bonne manière, parce que j'ai l'impression que tu es dans un truc en termes de rap, de fonctionnement, de comment ça avance dans ton... Je sais pas si tu as envie de parler de carrière, mais bon, comment ça fonctionne toi dans ton développement? Est-ce que tu as un peu le sentiment que c'est une revanche sur les galères que tu as eues auparavant dans la musique? Je dirais que c'est plus une prise de conscience sur le fait que le rap est important pour moi et le fait d'écrire des sons importants pour moi. Et je pense qu'avant, j'avais ce truc un peu d'égo de me dire non, mais en vrai, le rap, on s'en bat les couilles. Ouais. C'est rien, tu vois. On peut faire sans, tu vois. Mais en fait, là, avec le recul...
Même là, pendant 2 mois, là, après la sortie de mon dernier projet, j'ai arrêté de faire du son. Et, tu sais, je me sentais un vide, tu vois. Et je me suis remis à faire du son il y a quelques semaines. Et je me dis, ah ouais, en fait, tu vois, il faut que je fasse du son, tu vois. Donc en vrai, c'est plus cette prise de conscience-là de se dire que, ouais, en fait, ça a peut-être une place plus importante que je le croyais. Et je suis peut-être plus dépendant de ça que je le pensais au final, tu vois. Peut-être qu'il y avait un truc de faire le bonhomme un peu genre, non, mais... Ok. Là, tu l'acceptes. C'est bon. Ouais, je prends conscience. C'est ça qui t'a motivé, justement, cette prise de conscience-là, à dire, ok, je me professionnalise. Ce qui m'a motivé aussi, c'est, je pense, plus... Enfin, oui, un peu, mais je pense qu'en vrai, cette prise de conscience-là, je l'ai depuis pas très très longtemps, là, en vrai. Mais je pense que ce qui m'a plus motivé, c'est le fait d'être entouré, d'avoir des gens qui croient en toi, qui sont motivés, qui sont derrière toi. Je pense que ça aide. Parce que c'est ça aussi, avant, la différence, c'est qu'avant, j'étais tout seul, en fait. Ouais. J'étais tout seul, et quand t'es tout seul, ben, t'es... toi face à tes états d'âme en fait, et il suffit que tu sois sur une mauvaise journée, que les choses se passent pas très bien, tu te dis vas-y fuck that, tu vois, je vais effacer mes sons, je dirais, tu vois. Alors que là maintenant, le fait que je suis avec des gens, je suis entouré, je peux pas du jour au lendemain, enfin tu vois, ça devient plus comme un travail, et un travail des fois tu te dis bah même si t'as pas envie d'y aller, tu te lèves, tu vois, il y a un peu plus ce truc là, et c'est bien aussi dans un sens, tu vois. Côté discipline en fait. Côté discipline, et puis voilà, te dire que t'es pas tout seul, que tu peux pas, comme vous avez une équipe, demain tu peux pas dire ah bah non j'ai pas envie d'y aller, tu vois, t'es obligé. Si je peux, ils vont rien faire. Moi, je travaille avec elle. C'est dur, frère, je te jure. Je parle avec toi, c'est dur. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait que tu aies créé une fanbase, que tu aies créé une équipe avec qui vous entendez, ça fait que si tu faisais ton podcast tout seul, oui. Il y a des attentes. Avec toi, mais... je veux dire, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, il y a des attentes, et tu ressens du coup aujourd'hui des moments où tu dois quand même te forcer pour justement pallier à ces attentes, ou certains jours, il y a certains jours où je me dis ah là j'ai pas envie, tu vois, et puis en fait, mais globalement non, ça va, tu vois, genre ça reste quand même ma passion, donc je suis quand même content de le faire, et puis aussi voilà, le fait d'être entouré, d'être dans des meilleures conditions pour faire du son, et puis aussi le fait que les gens ils vont plus facilement répondre présent quand tu vas les solliciter ou les contacter, des beatmakers ou des feats ou des choses comme ça. Ça aussi c'est bien, parce que moi un des majeurs problèmes ça a toujours été les instrus en fait. Parce qu'en France là depuis peu je trouve que le niveau en termes de prod il a vraiment évolué, mais avant je trouve que c'était vraiment dur, surtout tu vois, nous on était plus dans une vibe West South, tu vois, au niveau des sons, et personne qui faisait du West South avant, donc avant quasiment tous les sons que je faisais, là je te parle de tout ce qui est 2005, 2015, c'était que des phases B en fait, tu vois, donc ça aussi ça fait que moi dans ma tête j'étais programmé. Après, c'est spécial de dire ça quand t'es à Grigny. Oui. C'est vrai. Eux, ils ont leur écosystème déjà de base, mais moi, à Paris... Moi, la première fois, en fait, quand on est en 2004, je crois, je vais à la Fnac et je tombe sur un CD de CSRD, et en fait, je pète un plomb, je me dis, ah, mais en fait, je suis pas tout seul. Il y a des mecs qui sont fous aussi et qui rappent sur des trucs comme ça, tu vois, et là, je me dis, ok, en fait, il y a quelque chose de possible. Mais voilà, en termes de producteurs, bon, il y avait LPHA, il y avait 2-3 autres mecs dans l'équipe, mais... tu vois, c'était pas évident, donc en fait que des phases B, donc du coup le fait de faire des phases B, moi-même dans ma tête je me dis voilà, ça reste un truc loisir, mais voilà, tu peux pas, très amateur, voilà. Et en plus il y avait pas le public à l'époque non plus, il y avait un petit public ici à Grigny particulièrement, mais je veux dire globalement t'allais pas faire carrière, niche, voilà, c'était compliqué, et la plupart des rappeurs un peu West South ils s'en sont rendus compte, tu vois, donc voilà. Et du coup, tu as beaucoup insisté sur le fait c'est important d'être entouré. Et tu me disais tout à l'heure en off que, en fait, toi, dans ton fonctionnement, dans ton mode de travail, tu peux pas tout faire tout seul. Parce que déjà, tu fais pas de prod, que tu vas pas t'enregistrer tout seul. Tu as des mecs qui font même leur graphisme tout seul et tout. Toi, tu es vraiment juste un mec qui écrit et qui rappe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton mode de fonctionnement quand tu enregistres un titre, un projet, comment ça se passe, comment tu t'entoures? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Non, ça dépend en vrai. Franchement, comme je disais, c'est la prod en fait qui va dicter un peu. D'accord. Tu vois, je vais recevoir une prod ou je vais en vrai, des fois, si j'ai pas de prod, je vais aller diguer des type beats ou je vais chercher des vibes ou des phases B de sons qui me font kiffer et je vais commencer à écrire. Et après, je vais rechercher des prods ou l'inverse, je vais recevoir une prod charmée et là, ça va me motiver de ouf et je vais écrire. Tu vois, donc pour moi, la prod, elle est hyper importante et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est ça qui a fait que des fois, c'était un peu aussi quand j'ai voulu arrêter de rapper avec Fin de Jeu il y a 3 ans, c'est que en fait, j'avais pas de beatmaker avec qui travailler, ça s'était pas très bien passé avec les beatmakers avec qui j'avais bossé, donc du coup, donc la prod, elle est vraiment au centre, c'est ça qui va donner l'impulsion, c'est ça qui va me donner envie d'écrire ou quoi, tu vois, donc
Donc je sais plus si j'ai répondu à ta question en fait. J'ai écarté. Sur la prod, ouais, après sur le... Voilà, est-ce que tu... Quand tu vas en studio, c'est toujours le même studio? Est-ce que tu bosses à la maison, t'as quelqu'un pour t'aider? Comment ça marche? Non, je bosse tout seul. En vrai, une fois que j'ai la prod, après, moi je répète mes sons, je travaille, je change des rimes. Des fois c'est du Tetris, des fois je dis attends, mais ce couplet en fait, tu vois, genre c'est... D'accord. J'aime bien. Cuisine. Ouais, je fais ma cuisine, j'essaye. Surtout, avant quand je rappais, si on écoute mes sons d'avant, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est vrai que je corrigeais pas mes textes, tu vois. Genre, il y a plein de sons, c'est vraiment du premier jet. C'est vraiment du premier jet, c'est vraiment de la ride, quoi. C'est vraiment. Maintenant, j'essaye un peu plus quand même d'être un peu plus technique, j'essaye d'être un peu plus qualitatif dans le travail et pas être en mode juste vas-y, je te mets ma ride dans la gueule sur une prod et let's go, tu vois. Non, j'essaie d'être un peu plus. Donc là, maintenant, je passe plus de temps vraiment à travailler et puis après, je vais dans le studio de mon label en fait. Avant, c'était 386 là. D'accord. Je n'ai jamais. Et donc, c'est pour ça aussi, j'ai la chance d'avoir. En fait, c'est charmé d'avoir des gens qui te supportent et avoir un studio dans lequel tu peux aller, un vrai studio de qualité, tu vois, de qualité, quoi. Donc, ça fait la diff, quoi. Mais du coup, sur la... structuré, quoi, par rapport à... Ouais, clairement. Sur la technique, c'est un peu ce qu'on disait quand on a chroniqué ton dernier projet, Nouveau Hustle, c'est qu'on a l'impression que de base, t'étais un rappeur un peu où tu poses un peu ton cœur sur la feuille et tu cherches pas forcément effectivement la technique, les multisyllabiques, les trucs. Et on a l'impression que sur Nouveau Hustle partie 1, partie 2, il y a plus cette recherche-là. Comment ça se passe, toi, dans ton processus d'écriture? C'est quoi? Tu te prends plus la tête, tu reviens plus dessus? Ouais, c'est ça, je vais revenir dessus. Parce qu'en fait, quand t'écris, tu sais, t'es en transe un peu, en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu lâches un premier jet et dans ta tête, ça sonne bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est lourd et tout. Puis après, tu réécris, tu te dis, en fait, ce que je dis là, c'est claqué, en fait. Cette rime, elle est claquée. Mais toi, tu ressens tes émotions, tu vois. Donc, t'es pas, t'es pas objectif par rapport au texte, tu vois. Donc, du coup, ça demande des fois de laisser le texte un peu à froid, de revenir, de se dire, attends, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça? Est-ce que ça, c'est pas juste parce que le beat, il est en train de... Surtout, t'écoutes des beats de gangsters, tu vois. T'es en mode, vas-y, tu vois ça. Donc, je trouve qu'il faut savoir aussi gérer ses émotions par rapport à ça et pas se laisser entraîner à partir en folie sur des sons, à dire n'importe quoi ou ce que tu as envie. Donc des fois je laisse un peu le son dormir, je reviens dessus, je dis attends ouais ça, des fois je fais écouter à quelqu'un, je dis ouais ça t'es sûr que c'est pertinent quand je dis ça et tout, tu vois. Donc il y a un peu plus ce truc là. Bon, en tout cas je suis content que tu l'aies remarqué avec Nouveau Hustle. On s'était un peu parlé de ça, je sais plus à quelle occasion mais un peu plus en détail, où tu m'avais dit que même quand tu avais commencé tu vois, à prendre le rap un peu plus au sérieux, dans ton style t'avais quand même toujours ce côté spontané mais parfois trop entre guillemets, où du coup c'était d'abord l'attitude et après tout le reste, et que là ton objectif c'était justement de tendre vers quelque chose où on va dire avec des textes un poil plus travaillés et un truc un peu plus tir cadré, tu vois ce que je veux dire. Et parce que tu sais on avait fait la comparaison avec le versus The Lox versus Dipset, où t'as d'un côté genre les bosseurs, donc c'est The Lox, c'est le groupe de Jadakiss, Chic Luch et Styles P. Donc Dipset c'est Cameron, Jules Santana et Jim Jones, et en gros Dipset ils étaient que dans l'attitude, donc ils se sont fait complètement exploser par The Lox, qui eux en fait étaient millimétrés. C'est un bon paramètre. Voilà ça c'est un bon parallèle, pardon. C'est un bon parallèle, ouais. C'est vrai qu'avant j'étais plus Dipset, on va dire, dans la vibe, en mode je m'en fous, j'arrive avec mon truc. Et là c'est vrai que j'essaie vraiment d'être plus technique, même sur scène. En vrai, là j'essaie d'être beaucoup plus. D'être plus qualitatif quoi, sur mon show. Donc c'est vrai que là je suis plus dans cette dynamique là. Je crois que c'est sur le morceau 36 bars. Ouais. Où, là même, c'est peut-être la première fois, après j'ai pas toute ta disco en tête, où tu as même une accélération de flow, ce que tu, à ma connaissance, ne faisais pas, ou en tout cas pas sur des trucs que j'ai entendus, où tu remplis toute la mesure et tout machin, où tu as vraiment des enchaînements comme ça et tout. Et pareil, je me suis dit, est-ce que ça, c'est c'est totalement conscient de ta part, ou c'est juste l'instru, tu l'as senti comme ça? C'est l'instru qui m'inspire ça, en fait. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir des bonnes prods aussi, c'est trop important pour moi, parce que c'est ça qui va faire que je vais mieux rapper, ou que je vais... Donc ça joue beaucoup, et c'est ça qui m'a posé problème aussi à certains moments, justement, de ne pas avoir ces prods de qualité qui me permettaient de faire ça, en fait. Donc, et du coup, c'est la prod qui peut t'inspirer des thèmes ou comme ça? En fait, c'est des émotions, tu vois, la prod, elle a... Comme toi, quand tu vas écouter un son, en fait, tu vois, ce son, il va t'inspirer. Même si le gars, il parle de quelque chose, ça se trouve, toi, ça va te faire penser à quelque chose de triste ou de joyeux, tu vois. Donc moi, c'est la même chose. Et ces émotions, je vais les retranscrire après
Mais je trouve il y a une constante qui revient, c'est que c'est vrai que t'es un Parisien et il y a vraiment un truc de rappé parisien, tu vois. Même s'il y a différents rappés, il y a toujours un truc, je sais pas, qui rapproche, je pense, tous les rappeurs parisiens, tu vois, que ce soit un Jungle Jack, Luc et du vin, plus vieux, la Scred qui sont du 18e, toi qui es du 10, ou même un Oxmo au début qui était du 19. Et il y a vous avez un truc, est-ce que toi t'es assez d'accord avec ça, ou tu te dis, ou c'est vraiment, quelque part, Paname a vraiment un impact, et c'est vrai que le lieu où on vit, ça peut nous impacter, mais je trouve que ça se matérialise, pour les franciliens, il y a des trucs qui se matérialisent vraiment de là d'où tu viens. Des fois, sans forcément donner ton code postal, tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Déjà, je pense que le rap, il est comme ça partout. Genre, par exemple, quand tu vas aux States, tu vois, genre, un peu moins maintenant, mais à l'époque, tu voyais vraiment les nuances entre les villes, les États. Tu vois, même genre, à l'intérieur d'une ville, Brooklyn ou ils ont pas le même accent que des mecs d'un autre quartier ou quoi. Le rap de Brooklyn et le rap de Harlem, de Queensbridge, par exemple, de Harlem, tu vois, il était pas pareil déjà, tu vois. Et en vrai, ici, c'est pareil, le rap du 9-4 ou du 9-3, il y avait un truc. Après, je suis d'accord avec toi, Paris, pour moi, c'est une ville, elle a trop d'énergie en fait, c'est trop particulier comme ville, du coup moi c'est obligé de s'entremêler avec mes raps en fait, tu vois. Parce que je trouve que c'est un personnage qui apparaît c'est carrément devenu quelque chose, un personnage limite. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est déjà d'une, moi j'aime bien écrire dans la rue aussi, donc j'aime bien être dehors quand j'écris, et ou même des fois je suis dehors et il y a des rimes qui viennent, j'écris, donc ça joue. Et il y a aussi une raison, c'est que quand on commençait à rapper, justement avec Sharaf à l'époque, vu que nous, on avait un style super quinri par rapport aux autres, parce qu'on était les premiers à rapper, parmi les premiers, je sais qu'ils me regardent là-bas, parmi les premiers à rapper sur des beats vraiment south, tu vois, genre... Et du coup, les gens, ils allaient cataloguer ça comme si on était un peu des copieurs de quinri, tu vois, on voulait absolument copier les quinri, là où l'identité française a été quand même forte. Et à l'époque, les gens, ils aimaient pas trop quand t'étais trop quinri en France, tu vois. Genre, ça disait, fais pas le New-Yorkais, ici, c'est Paris. Enfin, tu vois, il y avait vraiment... C'est vrai. En fait, t'avais le droit... vestimentaire, tu vois. T'avais le droit que pour Queensbridge, étrangement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, ce que je disais. Même les mecs qui étaient habillés en jogging, je leur dis, mais en fait, ça reste quinri, ça, en fait. C'est pas parce que t'es habillé en jogging basket que t'es pas quinri, que moi, je suis un baggy, que je suis plus quinri, en fait. C'est juste que tu choisis ton quinri, tu vois. Et ouais, t'avais le droit d'être quinri, mais de New York ou du Queensbridge, quoi. Et donc, du coup, le fait qu'on était genre, du coup, un peu plus quinri que les autres, on voulait introduire une composante très parisienne pour contrebalancer ça, pour dire, voilà, on est habillé avec des grands t-shirts hyper quinri, mais on parle de grands boulevards, on parle de brasserie, on parle de taxi, on parle d'architecture, des choses comme ça. Donc c'était important pour moi. Ça vient de là, à la base, vraiment, le truc, et c'est resté un peu avec le temps. Et il y a une différence en plus entre Paris Nord et Paris Sud. Pas les mêmes... c'est pas la même... on n'est pas du même côté de la Seine, quoi. C'est ça. Et de Paris Ouest aussi, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a le vin aussi, il y a toute... et même de Paris Est aussi. Parce que, par exemple, dans le vin, je trouve qu'il y a chez certains artistes, il y a une grosse... inspiration Antifa aussi, par exemple chez une Dezel ou quoi au caisse, qui a vachement ce côté-là, parce qu'ils avaient le Saint-Sauveur, le bar de Julien Terzic, paix à son âme, un bar Antifa reconnu sur Paris. Donc il y a vraiment ces trucs-là ce qu'il y a dans ton arrondissement, dans ta ville, qui influencent vraiment, parce que tu vois, tu parles des grands boulevards, c'est vrai, tu vois, quand tu dis ça, quand t'es un Parisien, t'as direct l'image qui te vient en tête. C'est presque un peu cliché aussi, tu vois, ce qu'on ramenait justement un peu, à l'époque, le truc un peu cliché de Paris, du boulevard, des taxis, l'architecture, c'était un peu aussi ça. Mais après, c'est notre ville, elle est cliché en elle-même aussi. Paris, c'est un cliché en soi. Mais c'est des beaux clichés, moi je les aime bien, ces clichés en vrai. Tu vois. Parce que je suis pas sûr, est-ce que c'était toi ou un collègue à toi, un mec qui lâche une phrase, genre j'ai vendu ma première dose en bas du Grand Rex. C'est moi. Ok, c'est bien, d'accord. C'est réel, tu vois. Mais c'est trop réel, tu vois, c'est vraiment, on peut tous s'imaginer le truc. À l'époque, il y avait beaucoup de soirées électro, techno là-bas, du coup, c'était un lieu où il y a beaucoup de gens qui vendaient de la gueudreau là-bas. La ride en tant que telle sur Nouveau Seul, on va dire, elle est plus sage. Après, il y a l'âge, je ride un peu moins aussi, tu vois, genre... comme je disais, je suis devenu coach sportif aussi, l'âge, tu vois, je suis moins... Et j'essaye d'avoir une meilleure hygiène de vie, et puis de transmettre ça aussi, tu vois, ça fait partie de l'histoire, en fait, de se dire, voilà, j'ai vécu ces années-là, être dans la nuit, dans la drogue, dans l'alcool, et maintenant, voilà, je dirais pas que j'ai complètement changé, mais j'ai quand même principalement changé, et donc ça fait partie d'un parcours, et il y a plein de gens aussi qui peuvent
peuvent s'identifier à ça aussi, tu vois. Donc c'est bien de le raconter, je pense. T'avais la phase, je sais pas quoi, je te vendais le poison, aujourd'hui je te vends le remède. Du coup, en gros, de la drogue au sport, tu vois, globalement, ouais, je pense que c'est la phase. Parce que moi, le sport, c'est ce qui m'a aidé aussi à moins boire, moins sortir, etc. Donc en vrai, c'est vrai, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens que je coach qui sont des gens que j'ai connus dans la ride, en vrai, tu vois. Ok, d'accord. Okay. Donc, des riders repentis. Ouais, voilà. Des gens qui ont mon âge aussi. Qui veulent être en bonne santé aussi. C'est ça, un certain âge, en vrai. Enfin, je conseille même aux jeunes, mais en vrai, quand tu commences à avoir 35, 40, je pense que c'est important d'intégrer un petit peu d'exercice physique. Donc, si tu cherches un coach, n'hésitez pas, appelez-moi. Et donc voilà, je te vendais le poison, maintenant je te vends le remède. C'est un peu sarcastique et marrant. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu es légèrement, je dis bien légèrement, plus ouvert à certaines choses? C'est-à-dire que tu as toujours été un mec des adlibs, tu sais, qui peut faire, tu vois, finir un morceau, tu sais, en parlant et tout. Ouais, j'aime bien. Mais sur l'outro de Memphis, c'est un peu plus, tu vois, un peu plus perso, un peu plus... T'as le côté déclaration d'amour à la capitale, quoi, tu vois. Ce que tu aurais pu faire avant, mais je pense que tu l'aurais pas fait de cette manière-là. Ça aurait été peut-être plus décousu, ou tu vois. Ouais. Bah avant, c'est quoi la question exactement? Ouais, la question c'est est-ce que ça aussi, ça va te pair avec ton évolution? C'est-à-dire le truc de se dire, maintenant je sais ce que je veux dire exactement. Oui, je vois et ce du que tu coup, veux dire, ouais. je peux aussi me lâcher. Dire des trucs peut-être un peu plus perso, tu vois. Un discours un peu plus construit. Tu parles de tes deux grands-mères aussi. Ouais. Bah après, les outros, j'ai toujours kiffé faire des grandes outros en vrai. Et je trouve que j'avais un peu arrêté d'en faire. Et là, je m'étais dit, ok, d'accord. C'est un peu revival du projet. Je m'étais dit, voilà. Et je pense que je faudra que j'en fasse plus. Parce qu'à chaque fois, on me dit, nous, ce qu'on kiffe, c'est ça. Voilà et tout. Il y a un petit truc. Un espace pour se raconter, parler. Ouais, je trouve que c'est bien. Et puis c'est ça, je trouve que. En vrai, dans le rap aussi, souvent, ce que j'aime bien, c'est des fois plus la personne que le rap en lui-même. Tu vois, ce que la personne, elle dégage, son énergie, son discours, etc. Donc, je trouve que dans le rap, il y a un peu ça, qu'il y a peut-être un peu moins dans certaines musiques, tu vois. Que dans Unique, tu dis je m'en bats les couilles de ton passé de voyou, dis-moi plutôt comment on avance. Du label ou du dealer, faut toujours refuser l'avance. Et pareil, tu vois, c'est un truc où je t'imagine mal, tu sais, faire un morceau entier de repentance, genre j'ai fait ça dans ma vie, je le regrette, ou pire, avec un troisième couplet, genre et maintenant je vais te faire la morale et tout machin. Mais j'ai l'impression que c'est par, tu vois, ce genre de petites phrases que tu vas avoir le biais, genre voilà, moi voilà ce que j'ai fait, voilà mon expérience, maintenant je te la donne, moi j'estime que ce chemin en fait il mène pas forcément à grand chose de bien, etc. quoi. Genre c'est plus, t'es plus dans cet esprit-là que dans le côté... Ouais, parce que de toute façon, moi j'ai jamais aimé être, dans une seule direction, dans le sens où faire par exemple des sons... Si t'écoutes même les sons un peu tristes que je fais, il y a toujours un peu de joie, il y a toujours un peu de l'humour. Il y a toujours un peu d'humour, tu vois, un truc il y a de la nuance. Tu vois, j'ai jamais aimé... Si, je peux aimer en écouter, mais moi, je me vois pas faire un son vraiment larmoyant du début à la fin. Tu vois, par exemple, j'ai un son qui s'appelle Sarah, qui est en hommage à ma belle-mère qui m'a élevé, qui est décédée. Et il est assez triste, mais dans le morceau, je dis que voilà, j'ai les larmes, mais en même temps, je souris. Enfin, tu vois, je sais plus exactement comment je le dis, mais tu vois, je garde toujours ce truc de me dire, voilà, je suis quand même content de l'avoir eu dans ma vie, etc. Donc, j'aime pas les trucs trop, tu vois, qui ont une seule direction. Tu vas faire un rap que hardcore, un rap que Kaira ou un truc, ou même dans le discours, tu vois, j'aime bien avoir un espèce, je vais pas dire de double discours parce que c'est négatif, mais pour moi dans la vie il y a pas de le nuancer quoi. Pas manichéen. Pas manichéen dans la vie, il y a pas de vérité, tu vois. Je vais pas dire que honnêtement, je regrette pas d'avoir vendu de la drogue, je regrette pas d'avoir pris de la drogue par exemple, tu vois, même si ça a amené pas mal de négatifs dans ma vie, ça a amené aussi beaucoup de positifs. Ça m'a permis d'être libre à certains moments, de faire certaines choses, de rencontrer des personnes. Donc vous entendez ça les jeunes? Non mais on en fera un YouTube short et 3 TikTok. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans la vie, tu vois, rien n'est mal et mauvais. Tu vois, si j'avais fait un taf, par exemple, de merde pendant toute ma jeunesse, peut-être que ça m'aurait déprimé, que ça aurait tué ma créativité, et que je serais rentré dans le moule, et peut-être que ça aurait été pire au final. Peut-être que je serais devenu dépressif à 40 piges et que je me serais mis à teaser à cet âge-là, et que tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, là, c'est encore... Donc en vrai, il n'y a pas de vérité dans la vie, tu vois. Donc je vais jamais avoir ce discours moralisateur en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Je te dis, voilà, ça ramène du mauvais, Je pense que dans la vie, c'est important de voir les choses comme ça. Et même de manière générale, avec tous les discours, je pense qu'il n'y a pas de vérité avec une seule
une seule vision des choses, quoi. Je pense que tout est nuancé, comme tu disais. Est-ce qu'à l'époque, du coup, donc avant le changement récent vers un mode de vie plus sain et tout, etc., vu que tu avais déjà ce côté décomplexé quand tu parlais de la cam et tout, est-ce qu'à l'époque, tu avais des retours de gens qui étaient juste choqués, qui disaient mais pas en mode t'as pas honte, mais tu sais plus genre mais t'es sûr genre c'est ça que tu veux rapper et tout machin. J'essaie de réfléchir en même temps que j'essaie de me rappeler. Je sais plus trop je pense que ça a dû choquer des gens, et je pense qu'en général les gens, je pense que c'était plus en mode ok, lui je vais pas l'écouter parce que c'est un ouf, tu vois, un truc comme ça. Ou je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui n'ont pas voulu collaborer avec moi par rapport à ça, ou peut-être des trucs comme ça, tu vois, mais je me suis pas vraiment pris de réflexion en face, tu vois. Après, moi, mon discours par rapport à ça, c'est qu'en fait, juste les rappeurs sont très hypocrites. Parce que, en vrai, moi, j'ai vendu la drogue à pas mal de rappeurs que les gens écoutent, tu vois. Donc, et j'en ai pris, je vais pas faire la liste. On va rester cool avec ça, mais... On va dire des rappeurs qui n'ont pas du tout cette image, c'est ça. Qui n'ont pas du tout cette image, exactement. Est-ce qu'on est étonné ? Je suis pas étonné. Peut-être toi, parce que toi, tu connais un peu l'envers du décor, où t'es un peu plus... Mais il y a des gens, je pense, qui le seraient, en tout cas parmi le public, tu vois. Et juste moi, j'ai choisi... Parce que moi, mon rap, c'est réalité rap musique, dès le départ. Donc je me suis dit, je peux pas omettre cette partie-là de ma vie, sinon c'est plus réalité rap musique. Donc c'était même pas la volonté de vouloir vraiment en parler, c'est dire, ok, si je suis honnête, on est honnête, donc je parle de ça, tu vois. Et juste, je vais pas faire hypocrite comme plein de rappeurs qui s'offensent de ça et qui, en vrai... consomme tu vois, ou de fond, tu vois. Surtout que toi t'amènes ces questions-là avec quand même pas mal d'humour, tu vois, avec ton humour à toi. Ouais, voilà. Dans le sens où, en plus, c'est vrai, il y a pas de, c'est vrai que tu dis c'est ni bien ni mal, mais en tout cas, tu poses le constat de quoi. Voilà ce que ça. Et en fait, c'est aussi le propre du rap, c'est de se dire, ouais, ceci est ma réalité. Maintenant, faites-en ce que vous voulez aussi. Ça, voilà. Et puis qui je suis pour dire aux gens de quoi faire ou pas quoi faire. Enfin, tu vois. Alors il y a une thématique où j'ai l'impression que tu vas plus avoir tendance à le faire, et pour le coup je trouve que c'est hyper légitime et très bien que tu le fasses. C'est sur la thématique des meufs et du rapport homme-femme, où tu vas avoir tendance à dire les mecs, comportez-vous correctement avec les meufs, et les meufs, faites attention aux mecs. Et je trouve que là-dessus t'as tendance à plus insister. Ouais, j'ai l'impression. Là-dessus il y a moins de... Là il n'y a pas de débat sur le fait que bien se comporter avec les meufs, c'est... voilà, vendre de la drogue c'est différent, je dirais. C'est sûr que c'est mal et je conseille pas aux gens de le faire, mais bon, ça reste libre d'interprétation. Sur ce sujet-là, je pense qu'il y a moins d'interprétation. Et puis aussi, on vient d'un milieu qui a été quand même très permissif par rapport à ça. Moi j'ai grandi en écoutant le rap G-Funk, où des fois quand je réécoute les textes, je dis ah ouais quand même. Y a des on a grandi avec Snoop. Hein, ouais, avec Snoop. Et franchement, quand tu écoutes des couplets de Corrupt, il y a des couplets où tu vois vraiment c'est hardcore, tu vois. Genre, je me dis. Et en vrai, nous c'est pas trop dans notre culture, tu vois. Déjà d'origine maghrébine aussi, tu vois, on a un rapport aussi qui est un peu plus mesuré par rapport à ça. Et donc du coup j'ai voulu un peu me dissocier de ça, et puis je viens aussi du milieu de la nuit, du milieu de la ride, donc j'ai vu aussi pas mal de gens que je connaissais de près ou de loin avoir des comportements très douteux, donc à un moment donné je me suis dit c'est quand même bien de... Et puis en parallèle aussi, il y a une amie à moi aussi qui a vécu un truc, un accident aussi, enfin un accident, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin quelque chose de dramatique. Et donc du coup je me suis dit ça serait peut-être le moment d'en parler un peu plus et de... Il n'y a pas un truc aussi d'époque, parce qu'on en parle plus, il y a une libération de... Enfin, même si les femmes ont toujours parlé, c'est qu'on les écoutait pas. Là, vu que forcément, nous aussi, on peut être des podcast bros, comme certains, donc on peut en parler, et puis il y a le côté MeToo qui est passé par là. Est-ce que aussi, c'est pas quelque part, toi en tant qu'homme, faire aussi ce taf-là? Parce que c'est aussi à vous de faire ce boulot-là, de dire... Justement, c'est bien aussi qu'il y ait eu un peu cette vibe-là, parce que ça nous a permis aussi, même si moi j'ai toujours été contre ça, et quand je le voyais, c'est quelque chose que j'acquiesçais pas du tout, mais j'étais pas non plus en mode il faut que je dise ou que je fasse quelque chose, alors que maintenant, on a un peu plus pris conscience que, attends, non, il faut vraiment le dire ou agir, tu vois ce que je veux dire. Avant, c'était un peu genre, ok, vas-y, ces mecs-là... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, on les fréquente pas ils sont pas avec nous. Alors que là, maintenant, je pense qu'il faut être un peu plus actif. Et il y a aussi une chose, c'est que, tu vois, genre, il y a la culture du bonhomme, tu vois. Et pour moi, être un bonhomme, en fait, les gens, ils le voient, enfin, les jeunes, des fois, ou les hommes, en tout cas, ils le voient dans le mauvais sens. Être un bonhomme, c'est pas un mec qui va
abuser des meufs. Être un bonhomme, c'est un mec qui va protéger les meufs, tu vois. Et donc, j'avais envie aussi de flip the script, tu vois, de remettre les choses en ordre, en fait, dire attends, si t'es un bonhomme, prends soin des go avec qui t'es quand tu sors, ou tu vois, ou en soirée, ou quand il y a de la drogue, ou de l'alcool, des choses comme ça, tu vois. Et le bonhomme, c'est pas le mec qui va venir et qui va prendre des meufs comme ça, et qui va leur dire alors les filles, tu vois ce que je veux dire. Mais être un bonhomme, c'est aussi bien se comporter, il faut rappeler ça. Oui, c'est ça, c'est ça que je dis justement. C'est non. Oui, voilà. Si la dame a pris un peu de drogue, c'est un consentement qui est pas à 100% un consentement en soi. Donc il faut que, voilà. Je parlais plus en termes de, tu vois, l'image qu'on avait, l'image du bonhomme, c'était plus le masculiniste, entre guillemets. Non, c'est vrai, c'est alors vrai. qu'en fait, pour moi, selon moi, l'image du bonhomme, c'est plus comme un daron qui prend soin de ses enfants ou un mec qui prend soin des meufs avec qui il est. Un bon daron, parce que ça, c'est un bon daron. Parce que... En tout cas, le rôle d'un homme, pour moi, c'est aussi ça en particulier. Donc, c'est important de remettre ça dans le... Et c'est vrai que ça, mais je pense qu'il y a des rappeurs aussi, là, ces discours, ils arrivent de plus en plus. T'avais Jola Green qui disait dans un morceau, non mais pourquoi tu la touches? Elle dit non. Par exemple, il y a beaucoup il y a ça qui revient, donc je trouve ça assez bien d'avoir. Et Calage criminel aussi. Ouais, Calage criminel. Je tabasse les rappeurs qui tabassent leurs meufs. Ouais, non, mais je pense que même si moi, vous connaissez mon amour pour Crimi, le côté hardcore, et j'aime bien que ce soit aussi dit comme ça, qu'il y ait plusieurs manières de le dire, parce que selon les hommes et leur sensibilité aussi. Que ce soit des mecs Kaira aussi qui le fassent comme Crimi, c'est bien aussi que ce soit pas forcément le rappeur sensible, tu vois, qui. Les rappeurs sensibles, moi je m'en méfie. Hein. C'est ça. En fait, les rappeurs sensibles, il faut s'en méfier de fou. Bien sûr. Genre ça s'est vu. Les vieux prophèmes, soi-disant, méfiez-vous de ouf. Moi, je préfère un gars qui est cagoulé, qui parle pas, qu'un gars qui va dire ouais, mais j'ai lu Virginie Despentes. Identify as a feminist, right? Et qu'après tu le vois en réçoit en train de... Ça s'est vu, de toute façon, on va pas dire les noms, mais ça s'est vérifié, donc voilà. Mais on sait, on va pas... En fait, Crimi, il tabasse des mecs toute la journée, donc il rentre à la maison. Tu sais, la violence, elle est évacuée. Ouais, c'est ça. Il peut devenir doux. C'est ça, mais c'est vrai que c'est un sujet, et moi c'est ce que j'apprécie dans ton discours, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup, où je me suis dit enfin, voilà, en plus c'est toujours dit avec ton humour, ta manière de voir les choses, enfin qui pose les trucs plus clairement en fait, et on sort de ce truc et il y a une sorte aussi d'humanisation des femmes, parce que dans le rap on est vraiment entre, en gros c'est la vierge ou la putain et ma mère, et il n'y a pas de, en fait c'est... En général ils s'imaginent que leur mère est vierge. Bah s'ils sont là, bon. Mais il y a ce côté, voilà, c'est très... les femmes sont vues d'un côté, d'une manière très binaire, et que elles font partie, en fait, le rap, elles servent de décor des fois, et que là en fait il y a beaucoup, je trouve qu'il y a une humanisation du coup, et ça appelle à l'empathie. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais en tout cas en tant que moi auditrice, et aujourd'hui je pense qu'on n'est pas très loin, on est de la même géné, hein, on n'a pas beaucoup d'années d'écart, tu vois, ça fait plaisir ça fait plaisir, c'est marrant de dire ça devrait être normal, en fait tu fais un truc normal, mais on te complimente pour un truc normal, mais dans la société dans laquelle on est obligé de le noter parce que la barre est basse. C'est bien de le rappeler quand même, c'est sûr. Il y a d'une part se comporter bien, et il y a d'une part après mettre le message en avant, et donc c'est ça que tu dis. C'est sûr que pour se comporter bien, on ne devrait pas avoir de médaille, ça c'est la base. Mais par contre après pour en parler, oser en parler, c'est bien de le faire. Et c'est quelque chose que j'ai continué de faire sur des nouveaux sons qui vont arriver. Ouais, parce qu'on en a besoin. En fait, mettez-nous sous respirateur, les gars. On a besoin de gars qui nous racontent ça, de gars politiques. Mais c'est de la politique en soi. Et même aussi, tu vois, par exemple, essayer de faire plus de feats avec des meufs aussi, et pas faire que des sons où ça va être une love story, par exemple. Tu vois, parce que j'ai fait avec de Prodigy, par exemple. On n'est pas obligé d'être amoureuse en plus. Tu vois, voilà, Kay, en plus, c'est un profil, c'est marrant que tu sois allé chercher Kay qui est pas du tout dans ton univers forcément. Enfin, c'est pas un... Ça peut être une jeune rideuse, tu vois. Mais je pense que c'est une jeune rideuse. On a raidé ensemble, elle est là. Je pense qu'elle ride. Elle tient la ride, et on a raidé la sortie de mon... Non, quand j'ai fait mon concert à la Gaîté Lyrique il y a 4 mois, on est sorti après, c'était cool. Et en vrai, oui, on n'a pas grand-chose en commun. Enfin, en fait, si, elle kiffe la trappe de ouf, elle kiffe le rap Quinry et tout, elle kiffe kicker un peu quand même, tu vois. Enfin, donc en vrai, dès qu'on s'est vu, on a commencé à parler de son, et en fait, direct, on a dit, c'est bon, en fait, on est dans la même vibe, tu vois, genre. Même si, bien sûr, on est différents, bien sûr, mais parce que il y a quand même quelque chose de... C'est pas la même génération. C'est pas du tout la même géné, que tu sois allé la chercher, mais en vrai, dès qu'on s'est capté, pour moi, il n'y avait pas vraiment ce truc de...
Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de. En plus, gap elle, d'âge, se ressentait pas non plus. C'est une campagnarde de Strasbourg. Toi, t'es un connard parisien, donc c'est bon, voilà. Côté vagin. Mais oui, ça m'a un peu fait penser au. C'était le feat à 2H Viquière. Ouais. Où il y a aussi un délire de ride d'ailleurs. Dans leur combinaison. Mais ouais, non, moi, ça me faisait penser, parce qu'en fait, quand tu fais ce genre de phase, par rapport aux meufs et tout, pareil, t'as toujours pas le côté moralisateur, en fait, c'est juste t'affiches plus les mecs qui font de la merde, et tu dis, bah voilà, moi, je vais essayer de bien me comporter, machin, avec la pointe d'humour sur, genre, si j'ai un fils, je l'élève bien, et si j'ai une fille, je lui apprends le karaté, parce que je fais pas confiance aux autres parents. Ça, c'est... Tu vois, et t'as le même truc par rapport au racisme. J'avais oublié que j'avais dit ça. Ouais, t'as le même truc par rapport au racisme sur les faux antiracistes, genre les mecs qui votent, je sais pas quoi, mais qui traînent avec zéro basané. Oui, t'as une phase comme ça, c'est vrai, elle est super drôle celle-là. C'est ça, parce qu'en fait, moi j'habite dans le 10e, tu vois, et aujourd'hui ça s'est très gentrifié. Ouais. Et je pense que la majeure partie des gens qu'on va trouver dans les rues du 10e, ils sont à gauche. Et quand je vois les... ça dépend quelle gauche. Ouais, le PS, c'est pas à gauche, hein. En tout cas, c'est... T'es sûr que tu veux la lancer là? Non, attention, elle part vite. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, ça reste établi comme étant un parti de gauche. C'est de la droite sociale, si on veut, mais c'est pas de gauche. En tout cas, eux, ils se revendiquent comme tels. C'est ça qu'on va dire. Maintenant, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ce que je vois, c'est juste des... En vrai, beaucoup qui sont dans ce genre de parti socialiste, Glucksmann, tout ça, là. Et qui, en fait, on voit des terrasses où il n'y a que des babtous entre eux. À chaque fois, je vois, ils sont que entre eux, ils se mélangent pas et tout. Je dis, ok, en fait, si vous venez ici parce que il y a une mixité, et au final... Il la tue, la mixité. Vous reproduisez en fait ce truc-là, donc des fois je trouve ça un petit peu genre on aime bien l'immigration, mais on veut pas non plus l'avoir trop en bas de chez nous, c'est un peu ça, tu vois. Un peu comme dans le 18e, tu vois, moi j'ai grandi dans le 18 et tout, et tu ressens vachement ce truc-là. En fait, ils kiffent l'ambiance que nous on a mis dans ce quartier, mais pas après 2h du matin, par exemple. Ça, voilà. Il y a une limite, quoi. Ouais, non, mais ça mais après, c'est. Après, pourquoi pas, mais juste assumer votre truc, et dans ce cas-là, tu vois, genre. Mais c'est vrai que cette phase a été très intéressante. Et t'as trop de trucs qui pop dans ta tête, tu vois, c'est vrai, tu vois, où quand tu vas te poser pas loin de ces gens-là à la terrasse d'un bar, tu vois, tu vas commencer un peu à discuter, ils vont te regarder en bizarre sur certains trucs. Mais vous êtes des gauchos ou c'est comment, en fait? C'est ça. En fait, moi, j'aime pas l'hypocrisie, en fait. C'est ça qui me... Tu vois, le truc. Si tu veux être dans ton délire de babtou et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Vous voulez rester en communauté, il n'y a pas de souci, tu as le droit de le faire, tu vois, mais juste viens pas faire des grands discours après, tu vois, genre sur la mixité, etc. Ouais, bah c'est comme on en revient aux mecs qui se disent pro-féministes parce qu'ils ont lu des pentes et après, on a vos dossiers. On vous voit. C'est pareil, moi j'en connais plein. Passer une certaine heure et quelques verres, le féministe il passe à la trappe. Moi j'appelle ça des loups-garous. Au début de soirée, il est là le féministe parce que ça impressionne dans les. Tu vois. Et passer une certaine heure, le vrai se réveille, quoi. Mais donc, ce qui est drôle, c'est que franchement, aussi, messieurs, ça ne nous impressionne pas du tout. Franchement, moi je suis pas impressionné par ce genre de personnes. Petite meuf de gauche socialiste. Si t'es socialiste, du parti socialiste. On va se faire détester là. Non, faut leur dire. C'est la gauche. Comment la gauche caviar à l'époque, on disait déjà la gauche caviar. C'est Parti socialiste, ça. Moi, j'allais dire la gauche quotidien. Ouais, mais c'est ça, c'est à peu près les mêmes. Quotidien, l'émission. Ouais, bien sûr. Ok, j'avais pas capté. Si, moi je te capte direct. C'est clairement ça. C'est un peu le côté Glucksmann, tu vois, un peu ce truc-là. Qui sont d'ailleurs un peu pro-Israël aussi, en vrai. Ouais, qui sont en fait colonialistes, paternalistes, sans forcément s'en rendre compte, qui vont inviter Nicolas Sarkozy, qui va dire des dingueries devant eux. Il vaut parole. Moi, il a quand même prononcé le mot. Nicolas Sarkozy sur le plateau de Quotidien. Ah ouais. Ouais, il avait dit une dinguerie de ouf. Non, justement, il l'avait pas dit. C'était par rapport au nouveau titre du bouquin Les 10 petits nègres qui s'appelle maintenant Ils étaient 10, et il a fait une blague. Sauf que la blague, elle part du mot singe, et tu fais, mais du coup, c'est quoi le rapport? Ce à quoi je pense. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe, parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant? C'est ça? Oui. Elle progresse, la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est ces petites parties des élites qui se regardent dans une glace. Et t'as tout le plateau qui a et tout. Mais là, normalement, tu te lèves, tu le gonfles.
En fait, non, mais. Pas citer Yann Barthès, crois-moi. Non, mais. Il va gonfler personne. Il a pas les mêmes rêves. S'ils font un tête, il y a moins que Sarkozy non plus. En plus. J'avoue, il est un peu sportif, Sarkozy. Oui, il joue au foot, Sarkozy. Il a fait 2 semaines. Puis là, il doit faire des pompées de traction, donc il y a moins qu'il soit chaud. Il a fait 2 semaines avec que des yaourts et tout. Il est au max. Mais si on revient du coup à quand même un sujet plus important, qui est donc la drogue. Est-ce que... Parce que là, effectivement, comme tu disais, tu as pu avoir des gens avant qui pouvaient être gênés, qui étaient bloqués. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais... Parce que tu sais, tu as la double hypocrisie de... Initialement, genre, fallait pas en parler du tout. Drogue dure, on parle. Après, tu pouvais dire que tu la vendais, mais par contre, fallait pas dire que tu la consommais et tout. Et effectivement, moi, j'avais des gens qui disaient... Mais genre lui c'est pas un schlag et tout machin, tu vois, t'as eu ce truc là. Et là du coup dans les 2 derniers t'as pas mal d'évolution là-dessus où tu dis prendre la dope pour réconfort, c'est demander l'amour à une pute, à la fin tu te fais baiser, mais je garde le sourire quand je me bute. T'as tous les trucs qu'on a vécu, c'est des vrais traumatismes, on a soigné ça tout seul avec la drogue et de la tease. Et enfin, j'ai envie de dire aux jeunes d'arrêter la drogue, la tease, cette merde c'est pas pour nous. Faut rester focus sur le bise, on a des choses à accomplir. Et je me disais, parce que t'as une phase qui peut faire penser que des fois tu rechutes. T'es en mode, je retourne dans la dope quand toute cette merde m'épuise. J'essaie de retrouver l'effet de ma toute première prise. Ouais. Alors en fait, oui. Alors ça, c'était une punch que j'avais écrit sur un son de 2012 en fait. Ah ouais. Ah ok. Donc en fait, voilà, après personne ne sait, mais moi et du coup, je l'avais kiffé celle-là et du coup, je l'avais reprise et j'ai commencé mon texte en reprenant. D'accord. Sur une instru de Gucci Mane d'ailleurs. Et du coup, la question c'était quoi, pardon? L'évolution en fait, ton rapport en fait. Oui. Déjà premièrement, j'ai été consommateur, mais en vrai, même quand j'étais consommateur, j'étais en meilleure santé que plein de gens qui se tuent au shit toute la journée, tu vois. D'ailleurs, je les mets au défi, les fumeurs de shit aujourd'hui, si on peut faire un test de performance physique ou même cognitive, tu vois. Mais là, t'es devenu coach. Non, mais un cheat code. Ça y est, t'es sportif à fond, là. Pour être honnête, il m'arrive encore de reconsommer de la drogue, de boire de l'alcool. Tu vois, ça m'arrive de sortir en soirée beaucoup moins qu'avant. Clairement, ça reste vraiment très sporadique dans l'année, on va dire. Mais tout ça pour dire qu'en vrai, il y a plein de gens, c'est des schlags, alors que, tu vois, ils fument des clopes. Et, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, encore une fois, c'est pas la drogue qui fait le schlag, c'est toi comment t'es, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ton rapport à comme les gens qui disent, par exemple, je suis devenu un violeur parce que je prends de la drogue. Non, en fait, t'es déjà un violeur. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas la drogue. Ça fait sauter les verrous de l'inhibition, voilà, potentiellement, hein, je dis encore, c'est ça, oui. C'est comme les gens qui ont l'alcool mauvais ou qui ont l'alcool triste, tu vois, c'est pas l'alcool qui les rend comme en fait. De base, c'est comme ça. De base, ils ont des démons à l'intérieur d'eux, tu vois. Et moi, personnellement, honnêtement, j'ai toujours eu l'alcool joyeux, j'ai toujours été un bon rider, tu vois, je me suis jamais fini en gardave, jamais fini en bagarre, jamais fini en chialant, enfin tu vois. Donc ce qui d'ailleurs est pas terrible parce qu'au final du coup c'est ça qui a fait que c'est parce que t'as l'impression que c'est cool tout le temps. C'est ça, tu vois. Donc j'ai moins de, je sais qu'il y a des gens, ça les a aidés d'arrêter de se retrouver la tête sous une voiture ou sous une basket, tu vois. Ouais. Donc moi c'était pas le cas et donc du coup voilà, donc tout ça pour dire que encore une fois tout est nuancé, tu vois, c'est pas parce que tu prends de la gueule de drogue que t'es un schlag pour autant que... Ah non, ça bien sûr, mais pour juste un truc, c'est pour moi c'est la... Et en plus oui, l'alcool, parce qu'en vrai c'est plus l'alcool moi qui a été le problème que la drogue dure en soi, parce que j'ai jamais été un mec qui prenait de la drogue dure comme ça, tu vois. L'alcool c'est en vente libre, c'est quand même un truc, ça fait plus de dégâts que le cannabis par exemple. Mais clairement, moi dans ma famille j'ai eu pas mal de décès liés à l'alcool en fait aussi, tu vois, c'est un peu héréditaire aussi, il y a eu beaucoup d'addictions dans ma famille, donc c'est aussi pour ça que je parle beaucoup aussi de ça. Et en vrai, l'alcool est clairement beaucoup plus... Ouais, parce que je trouve ça... Ok, il y a... de qualifier quelqu'un qui prendrait des drogues dures de schlag et tout, mais teaser, c'est un truc de... Enfin, moi, je me mets dedans, hein, je consomme ce rhum, j'adore ça. Mais la loi est culturel chez toi, c'est différent. Non, même pas. Non, mais c'est parce que mes parents, ils sont pas du tout... c'est juste, voilà, quoi. Moi, je trouve le produit est bon jusqu'à une certaine limite, mais que ça a aussi un côté schlag de beaucoup boire et que c'est dangereux et ça fait qu'on se retrouve dans des situations... De toute façon,
les statistiques en France, c'est le tabac, après c'est l'alcool et la drogue, c'est loin derrière en fait en termes de mortalité, tu vois. Donc, mais après, moi, c'était même au-delà de ça, de ceux qui pouvaient se faire cette réflexion sur toi à l'époque. C'était du coup là, avec les phases que j'avais relevées, sur ta manière d'en parler maintenant, où tu as le truc de OK, des fois je peux avoir ça, mais quand tu t'adresses à un interlocuteur extérieur, là en plus, tu disais les jeunes en plus, où tu es en mode. Ça va quand même te bloquer, tu vois, t'empêcher de te réaliser. C'est ça, de faire... on en parlait tout à l'heure off caméra. C'est que aussi ce qui fait que aussi avec la musique j'étais moins consistant avant, c'est clair que quand tu sors tout le temps, tu bois de l'alcool et de la drogue, etc. T'es dans un brouillard, t'es un peu plus hésitant face aux choses, t'es moins sharp en fait, tu vois. Donc là depuis le Covid, on va dire, j'ai arrêté un peu de sortir la nuit de manière régulière. Je suis beaucoup plus sharp, tu vois. J'ai passé un diplôme, je suis devenu sportif, j'ai sorti plusieurs projets, tu vois. Donc je remarque en fait c'est logique, c'est-à-dire que quand tu sors et alcool, etc., ça te prend peut-être 30% de ton énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire, sur un mois, en vrai, tu vas avoir 30% de ton énergie qui va partir. Et en fait, ces 30% d'énergie, si tu les ajoutes à ce que tu es en train de faire, c'est 30% de résultats en plus. Donc, en fait, tu vas être beaucoup plus productif, voire même, je dirais, 2 fois plus, tu vois. Donc c'est un peu ça que je dis aux jeunes en fait, parce que je vois trop de jeunes qui ont grave de talent, grave de potentiel, etc. Et je les vois, ils sont comme moi à l'époque, à se buter, à être dans des soirées, à courir après les meufs, les trucs, les machins. Je me dis mais en fait si toi là tu te rendais compte de ton potentiel, tu vois, tu pourrais vraiment... Et ça se voit de toute façon, il y a plein de rappeurs qui étaient justement pas dans la drogue, pas dans l'alcool, tu vois qu'ils ont des carrières beaucoup plus prolifiques que certains, quoi, tu vois, ça se retrouve. Il y a aussi la phase où tu dis que c'était que ce soit la tease, que ce soit les drogues, qu'il y a aussi le côté palliatif sur en fait on a des traumas mais on se soigne pas, donc en fait c'est la voie alternative un peu crado, quoi. C'est bien de le rappeler parce que en tant que homologue masculin notamment, c'est pas un truc ça, les émotions, ce truc là et tout, de dire ça, parce que même si le patriarcat ça impacte aussi les hommes, et justement dans peut-être l'addiction il y a une manière d'avoir un espèce d'exutoire d'émotions que la société te permet pas d'avoir. Bien sûr. Moi il y a un problème chez les hommes, c'est l'intelligence émotionnelle, on appelle ça maintenant, tu vois. Oui. Genre entre nous, il y a pas de c'est rare que tu vas voir ton pote et tu vas lui dire ouais, je me sens mal en ce moment parce que si, parce que ça. Il va dire ah ouais, vas-y, t'inquiète, frérot, vas-y, tranquille, tu vois. Ou quand on se voit, il y a pas de comment ça va en ce moment, comment tu te sens et tout, c'est genre vas-y, ça dit quoi, on fait quoi, ça sort ce soir, vas-y, let's go, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc qui est dommage, et avec surtout la mentalité du quartier, tu vois. Moi j'ai grandi dans les quartiers, on se retrouve en bas, il y a pas de discours psychologique. Tu vois, il n'y a pas de en ce moment, tu sais que mes parents c'est un peu dur. Non, c'est vas-y, fume, passe les feuilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un aspect aussi culturel. On est issu de culture, tu vois, notamment qu'elle soit nord-africaine ou subsaharienne. La psychologie, c'est pas un truc. Ouais, mais parce que c'est une culture traumatisée aussi, où les gens n'ont pas, parce qu'il y a quelque chose il y a l'esclavage qui est passé, la colonisation qui est passée, donc ça a mis les gens dans un mode de survie. Et quand tu es dans la survie, les émotions, ça passe aussi beaucoup au second plan, je pense. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Après, moi, j'allais dire aussi, après, il y a un peu la religion aussi qui joue, dans le sens où si tu as un problème psychologique, il faut s'adresser à Dieu, en fait. C'est Dieu qui guérit un peu. Chez nous, on dit c'est la sorcellerie si tu as un problème. Si, tu vois, il y a chacun ses... Donc voilà, et la religion peut aider, attention, je dis pas que ça, mais j'ai l'impression que la santé mentale, c'est quelque chose de tabou. Moi, je sais que dans les ghettos où j'ai grandi, les gens qui avaient des problèmes mentaux, des fois, ils restaient dans la rue, en fait. Ils restaient dehors. Tu vois, tu vois, on les diagnostiquait pas, il n'y avait pas un truc, tu vois. C'est l'ancien qui parle au banc. Et il y en a qui tombaient. Chez Soleil Lune. Moi, j'en ai connu qui tombaient dans le crack après, des choses comme ça, parce que forcément, ils erraient tout seuls, comme ça. Donc c'est assez dramatique. Et donc, je pense que c'est un sujet aussi qu'il faudra peut-être aborder. Parce que, comme Ify disait, le son drame quotidien, tu vois. Il parle de ça, quoi. Enfin, il parle de... J'aurais pas la phase exacte, mais je vois le truc, t'inquiète. Mais c'est vrai que c'est important, mais je pense qu'il y a des rappeurs nouvelle génération qui en parlent. Toi, t'en parles. Toi, t'es un peu plus... t'as pris un recul par rapport à ces choses-là, je pense. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, il y a un peu plus... ils n'ont pas le même rapport à ça. Par exemple, c'est pas les années 90, quoi. Kershak, il en parle beaucoup. Il parle beaucoup de ce truc de santé mentale. Il y avait un moment, Isha, il en parlait beaucoup aussi. Je pense que... Il a vécu des choses, quoi. Donc, ouais, c'est ça, Isha. Voilà, il y a la maturité qui passe. C'est ça, ouais. Et je trouve que c'est bien et ça peut aider à délier des
et c'est là où peut-être le rap, il a aussi ce rôle social-là de décomplexer par rapport à ces questions. Et nous-mêmes, je pense aussi de voir des gens qui nous ressemblent en parler, parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire, ouais, aller voir un psy, c'est un truc de blanc, tu vois, entre guillemets, alors que pas du tout. En fait, et après, moi, je peux comprendre, mais pour nous, allons voir des psys racisés, des psys qui sont issus de nos communautés, qui comprennent ces traumas, qui comprennent nos histoires, parce que même si moi, je suis née ici, toi, t'es né ici aussi. Tu vois, donc nous, on n'a pas immigré, mais en fait, nos parents, ils nous transmettent des trucs. L'immigration, c'est un trauma, en fait. C'est clairement un traumatisme. Quoi. Là, dans un nouveau son, je dis, malgré tous ses efforts, le daron n'a toujours pas réussi à s'intégrer. Donc, c'est vrai que c'est un traumatisme important. Et puis, et puis les psychologues aussi, oui, comme tu dis. Il y a une série qui s'appelle Rami, qui est intéressante, qui se passe dans le New Jersey, sur des Palestiniens, donc des Arabes qui sont là-bas. Et il y a la sœur de Rami dans le truc, elle va voir un psy et c'est catastrophique. Donc c'est une psy blanche et genre elle comprend absolument pas et ça part presque en racisme quoi, comment elle le traite. Donc c'est un peu cliché, exagéré, mais c'est vrai que moi une fois je suis allé voir une psy et j'ai l'impression qu'elle comprenait pas du tout ce dont quoi je lui parlais. J'ai lâché l'affaire après le premier rendez-vous parce que je me suis dit ok, elle comprend pas mon monde en fait, tu vois. Mais il faut chercher les psys, ça vient pas du premier coup. Ça vient pas du premier, mais c'est vrai que ça c'est important peut-être qu'il y ait plus aussi de gens, comme tu dis, issus de nos communautés. Des minorités qui fassent ce genre de métier, et je pense que ça changera aussi beaucoup. Ouais. Et du coup, aussi, franchement, d'avoir aussi, parce que voilà, étudier Freud c'est bien, mais aussi d'étudier des psys qui ont étudié aussi la question sociale parmi tout ça. Et puis Freud, Freud aussi. Moyen en fait, caca. Gros cocaïnomane aussi. Enfin Très bon client, c'est ça. Ça aurait pu être un très bon client si je pense que oui. Mais oui, c'est vrai qu'ils utilisaient la coke pour traiter, je sais plus quel trouble. Il a fait un livre d'ailleurs où il étudie. Mais même, il a fait des recherches sur lui-même en fait. Même le pavot, ce genre de trucs. Au début, les héros, c'est pas des trucs qui sont. À la base, la coke, c'est pour anesthésie. Après toutes les drogues que les médecins donnent, c'est. À la base, ils s'en servaient pour faire des anesthésies. C'est pas plutôt l'opium? Non, la coke. Okay. Sur la coke aussi, mais l'opium aussi, la morphine, ça vient aussi de l'opium, mais il y a plusieurs. En fait, les stupes, si t'en prends dans une certaine quantité, ça peut te. La différence entre une drogue et un poison, c'est la quantité. Voilà. Et du coup, tu faisais une allusion à ton daron. Il y a la phase, quand je te disais, des fois, t'es plus perso, même si ça dure le temps d'une mesure. Quand tu dis, quand j'ai ouvert mon bar pour la première fois de ma vie, mon père m'a dit, Mehdi, je suis fier de toi. Ça, c'est pareil, tu vois. En fait, je t'aurais mal imaginé dire ça, même à l'ouverture de ton bar, tu vois. Il l'aurait pas rappé comme ça, celle-là. C'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y a clairement de la maturité là-dessus. C'est un truc que, je sais pas, tu ressentais le besoin de. En vrai, ça reste assez freestyle comment j'écris, tu vois. Donc, je sais, bien sûr. C'est un peu justement ce truc de trance, comme je disais, où du coup, tu as un peu accès à ton inconscient, en fait. C'est pour ça aussi que je disais que je réalise que c'est important pour moi de rapper, parce que c'est un peu une forme de thérapie aussi. Et du coup, en vrai, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un truc où je vais parler du rapport à mon père, mais peut-être ces derniers temps, j'y pensais un peu dans ma vie privée. Et du coup, c'est ressorti comme ça sous forme de rime. Donc, c'est ça qui est marrant dans mon rap, c'est qu'il y a ce truc un peu justement presque un peu hypnose en fait. T'es en hypnose et du coup tu sors des trucs comme ça. Et oui, c'est vrai que le daron, forcément, tu vois, quand on vient des minorités, c'est les études. Si tu fais pas d'études, tu vois, mon daron, quand je l'ai dit à 14 ans, je faisais du rap, il a fait une gueule et il m'a dit, mais toi, t'es à l'ouest. Il m'a dit, va devenir électricien, deviens plombier. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ouais, mais c'est pas ma destinée. Ça t'avait pas rêvé. Et donc voilà quoi, donc là c'est un peu ça que je dis ça que. Parce que t'as une phase où tu t'auto-décris dans ton processus d'écriture. C'est quand tu disais le côté trans, le côté puzzle et tout. Dis je raconte ma vie de façon brutale, je suis pas trop dans le multisyllabique. Et après tu finis comme Odibi, je suis un garçon unique. Je suis un garçon unique, ouais. C'est ça. C'est vraiment parce que je me dis mais en fait quand tu te poses pour écrire un texte. Effectivement, ça peut faire. Alors ça le fait de moins en moins je trouve, mais ça peut faire très collage de phases et tout machin. C'est vrai que ça c'est un peu des fois il y a un peu ce truc là c'est un peu un défaut que j'ai dans mon écriture, il y a un peu ce côté collage peut-être que des fois en fait je déplace des trucs, je dis tiens ça je vais le mettre là finalement tu vois, donc il y a ce côté un peu collage, c'est un peu et ça. pour le côté pas multi, ça c'est une partie du rap, j'ai l'impression, le côté
avec des énormes guillemets, technicien de la rime, j'ai l'impression que ça c'est vraiment un truc Non, en vrai, enfin, je crois que j'en parlais dans l'interview avec Mehdi Maizi, je disais que je trouve que des fois ça va vraiment, enfin c'est très dur d'être super technique et en même temps de dire quelque chose de super intéressant, tu vois. Je trouve que ça pallie forcément un petit peu, tu vois. Donc des fois je préfère un rappeur qui est vraiment direct. Et moi mes influences c'était beaucoup le rap du sud des États-Unis. Eux ils sont pas dans ça, clairement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ils te mettent des trucs dans la gueule, c'est des réalités, tu vois, des Trick Daddy, des BG, des rappeurs comme ça, c'est vraiment très direct. Et moi, c'est ça qui m'a marqué au début. Même Tupac, en vrai, tu vois, tu vois, qui est plus ce genre de rappeur. C'est l'interprétation. C'est ça, tu vois. Je trouve que pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Quelqu'un qui te parle directement que de faire un peu des jeux de mots. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a toute une partie des publics rap qui est sur ce truc de technique, là, de fou. Même moi, c'est ce qu'on me reproche assez souvent, tu vois. Ouais. Après, j'essaye quand même d'être un peu technique, tu vois. J'essaye quand même enfin justement, comme on disait là, j'essaye un peu de pallier quand même à ça. Si, il y a de la technicité parce que mettre l'humour, mettre le truc, c'est de la technicité en vrai. Mais j'ai l'impression que les gens, ils captent moins, tu vois. Ils captent moins les nuances. Des fois, il y a plein de rêves que les gens ils captent pas aussi, tu vois, qu'il faut avoir, surtout chez les jeunes, tu vois. Et les rêves qui sont compliqués. Par exemple, quand je dis comme ODB, je suis un garçon unique, parce que le premier blast de ODB, c'était a son unique, tu vois. Mais ça, faut le savoir, tu vois. C'est pas. Et donc, il y a plein de trucs comme ça où. Pareil, c'est peut-être encore plus présent maintenant, c'est ce côté catalogue de refs que tout le monde a ou pas. Et effectivement, sur les deux nouveaux, du coup, nouveau Hustle, l'album complet, je crois que ça va mais vraiment, t'as Slim Thug, Birdman, bon, t'as Nas et Dipset, Irv Gotti, bien sûr, OJ da Juice Man. Et je pense que j'en oublie, mais ah oui, et je crois que c'est sur L'Arme sans et sûr où c'est une prod trap mais à l'ancienne, c'est très Drumma Boy, Red et tout. Et je me disais en fait toi effectivement première influence plutôt sudiste et tout, mais vu que t'as aussi les autres, enfin j'ai l'impression que tu vois t'as aussi New York. Peut-être Bay Area. Voilà. Un peu moins Los Angeles, mais plus la baie. Voilà. Et je me disais, en fait, si tu devais en garder une, tu vois, ce serait. C'est quoi? Parce que c'est dur. Souvent, j'hésite entre New York et. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'aurais dit le South pendant longtemps, tu vois. Mais en vrai... South, c'est un cheat code parce que t'as Nouvelle-Orléans, Houston, Memphis, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais il y a un truc qui se. Ouais. Tu vois, un peu. J'hésiterais, en fait New York ça reste quand même, je trouve que maintenant avec le recul tu vois et d'avoir un discours justement un peu plus mature, tu vois, je pense que j'ai l'impression, et même aussi le côté urbain tu vois de New York, le South même si ça m'a grave influencé, peut-être plus que New York, ça reste quand même un autre style de vie tu vois, et mon style de vie je dirais qu'il est plus parisien, et parisien c'est un peu plus proche de New York que de New Orleans ou South Beach, Miami par exemple, tu vois. Tu fais beaucoup plus rarement, en tout cas à ma connaissance dans mes souvenirs, de ref au rap français, mais là dernièrement t'avais celle Génération Idéal J, REP DJ Mehdi. Je me disais, est-ce que c'est parce que comme tout le monde tu t'es mangé le docu, tu dis putain mais c'est vrai. Alors en vrai elle date d'avant. Elle date d'avant aussi. En fait sur ce morceau j'ai été digué dans quelques vieux textes et je me suis dit tiens ça j'ai envie de le reprendre, des morceaux qui sont jamais sortis d'ailleurs donc. Et je me suis dit, en fait je suis tombé sur un vieux texte et je me suis dit mais en fait il y a plein de trucs trop chambés en fait. Tu vois, c'est dommage. C'est-à-dire que t'étais en mode cahier quand tu dis je retombe sur un vieux texte. Ouais, sur des cahiers ou même sur mon ordi, il y a des trucs. Mais il y avait ce truc où tu disais que t'avais un peu le même entre guillemets le même parcours que les mecs d'Idéal J. C'est juste que voilà, il y avait un décalage. En fait, c'est vrai qu'aussi en regardant le docu, je me suis revu en fait. Je me suis dit, surtout quand tu vois quand ils sont petits, je dis on était pareil en fait. On était là avec mon pote et tout dans la rue en train de rapper, plein d'espoir. Oui, c'est vrai que c'est des rappeurs juniors. C'était un groupe d'enfants. T'as commencé petit quoi aussi. Vraiment, ça m'a marqué quand j'ai vu ça. Je dis mais en fait, on était vraiment comme eux quoi. Tu vois, pas le même niveau, mais ça m'a grave marqué. Tu vois, puis Dalji c'est un groupe phare. Et puis Mehdi, je m'appelle Mehdi aussi. Et Jeunes à jamais, ils savent que tu leur refiles des morceaux recyclés? Premièrement, je suis en indé, donc mais c'est pas vraiment. Après, j'aime bien recycler des trucs, des fois, tu vois. Il y a plein de rimes, des fois, des trucs que je. Puis en vrai, j'ai tellement de textes, tellement de sons à l'ancienne aussi, tu vois. Sur le premier album, il y a un son qui s'appelle Dans ma ville, featuring Lovni, qui était un son que j'avais fait en 2010, je l'ai remis d'actualité, il a juste gardé le refrain, l'instru, tu vois, des choses comme ça. Donc des fois. Après il dit ça, mais il a recyclé la moitié des questions qu'il t'a posées là. Il les avait déjà posées à Joe Lucas avant.
Là, je vais en recycler une que j'avais dû poser, je pense, au Foulala et à Papillon. Tu vois. C'est qu'à un moment, tu dis dégaine Cholo. Enfin, exactement, c'est Cholo de Houston. Cholo de Houston, attention. Ouais. Pas pareil. Est-ce que, comme certains blancs et asiatiques qui kiffent le rap West Coast à fond ou South, tu t'es laissé la petite moustache pour que t'aies quand même un style un peu latino? En vrai, de vrai, j'ai jamais cherché à avoir un style latino. En vrai, c'est juste que je suis rebeu et que j'avais pas une grande barbe. Enfin, ma barbe, j'ai jamais fait pousser la barbe, donc du coup, c'est. Et puis j'aime bien. Aux États-Unis, tu passes, tout le monde croirait que t'es latino, hein. C'est un truc. Ici, il viendrait de soulever direct, là. Non, mais je pense que. On se transpose là-bas, tout le monde pense que t'es latino. C'était pas volontaire en vrai, tu vois. C'est plus, moi, je pense, déjà, je suis rebeu aussi, tu vois. Peut-être ça joue un peu. Je suis moitié rebeu, moitié babtou, comme je dis, donc ouais, mais c'était pas volontaire. Et pareil, comme tu as dit, tu as toujours eu des phases, on va dire. J'aurais préféré avoir des cheveux et avoir comme toi. Excuse-moi. Merci. Bon, non, t'inquiète. C'est tellement rare qu'on me ou comme j'ai nommé. Jamais de pardon. Ah, mais après, les cheveux, c'est de l'entretien. Ah, bah ouais. Surtout les cheveux afro. C'est quoi? Tu as toujours eu des phases, on va dire, simples dans le sens spontané, mais qui décrivaient plutôt la rue ou un quotidien pas ultra reluisant. Et maintenant, en fait, t'as pareil, mais avec des phases ultra positives parfois. T'es genre quand tu vas dire réel comme un frère à qui je peux dire que je l'aime, tu vois, machin, où tu vas avoir... Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de se dire, voilà, d'être plus ouvert à ce genre de choses, tu vois. Mais oui, il faut... Et tu vois, t'as le côté, je vais pas dire presque innocent dans l'écriture, parce que t'as aussi un autre passage où c'est... que t'aurais aimé rester un enfant, que t'as grandi trop vite, et quand tu regardes les gens, leur cœur est vide et tout, tu vois. Et ça, c'est pareil, tu vois, t'as des trucs, en fait, tu pourrais les foutre dans le texte, tu vois, d'un rappeur, pour le coup, rappeur blanc, bobo, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Mais justement, parce que c'est les gens que t'aimes pas, c'est pour ça. Mais justement, c'est ça qui est marrant, parce que le son où je dis dire à un pote je t'aime, c'est sur un son qui est hyper... Le son, il est gang de ouf, tu vois. C'est sur le son, en l'occurrence, qui est un peu drama boy, tu vois, genre... Totalement. Un peu crunk même, le son, tu vois, genre. Donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est justement de jouer avec ces contrastes-là. C'est ça que j'aime bien, comme je disais, c'est jamais linéaire. Non, parce que je sais pas, ça pourrait être du Zamdan, du JPK. Ouais, non, mais clairement, ça pourrait... Mais dans un morceau qui serait que comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. D'ailleurs, c'est Zamdan, moi j'ai pensé à ça quand t'as évoqué ça, je me suis dit, ouais, ça serait bien sa DA, quoi. C'est vrai que c'est marrant qu'en fait, juste la façon sur l'instru sur laquelle c'est dit, ça change tout en fait, quoi, tu vois. Bah oui, sur un son hyper hardcore, tu dis un truc comme ça, c'est décalé, quoi. J'aime bien être un peu décalé en vrai, c'est ça. C'est ça. Toujours un peu à côté. On va peut-être avancer un peu parce qu'on arrive bientôt à la fin. Là, on a eu Coton Blanc Argent Sale l'année dernière. On a eu Nouveau Hustle en 2 parties entre fin 2025 et le premier semestre 2026. Du coup, tu prépares la suite. À quoi on doit s'attendre? Est-ce que ça va repartir sur un format EP, plutôt un format album? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, avec mon label, on a parlé, on s'est dit qu'envoyer un peu des singles, que ce soit un peu plus léger, s'amuser un peu plus, collaborer un peu plus aussi, c'était un peu l'objectif. Et puis de voir un peu ce que ça dit, quoi, en vrai, tu vois. D'accord. Travailler avec des producteurs différents, aller chercher. J'aime bien faire des choses différentes aussi, surtout que ça fait longtemps en vrai que je rappe, même si ça fait pas longtemps que je rappe professionnellement. Mais j'aime bien aussi, voilà, aller chercher un peu des petites sonorités un peu différentes. Des featuring décalés aussi, tu vois, en vrai, comme avec The Prodigy, c'était un peu, voilà, des trucs un peu comme ça. J'ai l'impression que t'es pas trop dans le revival, parce qu'en fait, tu pourrais ramener plein de gens. Ouais, c'est ça. Avec qui on t'a déjà vu. J'ai l'impression que toi, ton truc, c'est. Après, je connais pas, tu vois, tes rapports avec tous les mecs qui t'as vu avant, mais j'imagine que même si tu peux être déconnecté de certains, il y en a d'autres en fait, bah tu traînes toujours avec eux. Bien sûr. Mais vous vous sentez pas spécialement de reproduire le truc. Non, j'ai envie de faire des trucs nouveaux, j'ai envie que ça reste nouveau, tu vois. Je pense que c'est important. Et puis même pour moi en fait, tu vois, je trouve. C'est ça qui va m'amener aussi à dire des choses un peu différentes, tu vois. Sinon je vais rejouer mon propre rôle et ça m'intéresse pas, tu vois. Donc. Et puis en vrai, il y a plein de trucs qui se fait dans la musique, c'est plus ouvert maintenant, donc en vrai c'est. En fait, c'est un peu le challenge de rester moi, de rester Jeune LC, tout en m'ouvrant à d'autres choses et aller chercher dans différents aspects de ma personnalité aussi. Et quand tu vas chercher des feats un peu, voilà, qui peuvent un peu peut-être surprendre ta fanbase et tout, toi, quels critères tu te poses, comment ça se fait que tu vas te dire, lui je vais poser avec et lui non? Parce que d'après ce que tu m'as dit, t'es un mec qui écoute pas forcément beaucoup de rap français. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu repères un artiste, tu te dis lui, j'aimerais bien faire un feat avec?
La vibe, franchement, si la vibe elle est bonne, si ça me semble cohérent. L'humain en vrai, tu vois, comme je disais tout à l'heure, des fois je suis plus attiré par l'humain que par vraiment la musique en elle-même en fait, tu vois. C'est plus ça en fait. Et puis après, c'est aussi les circonstances en vrai qui font aussi. En vrai, Quai de Prodigy, elle m'a ajouté sur Insta, j'ai regardé ce qu'elle faisait, je dis c'est cool. C'est le gars de mon label qui m'a dit tu devrais faire un feat avec elle. Je dis bah d'accord. Puis ça a accroché. En vrai, peut-être qu'on en refera d'autres, tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est ça aussi, c'est des rencontres. En vrai, ce qui est bien aussi, c'est que depuis que je fais de la musique professionnellement, je rencontre plein de gens. Tu vois, juste avant, là, j'ai parlé avec le beatmaker que vous avez interviewé. VHS. C'est des connexions qui se créent comme ça avec les concerts et tout. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est de rencontrer des gens. Et puis, d'accord. Puis ça peut être une connexion intéressante. De fou. Oui. Est-ce que tu as célébré la libération de Max B comme la Coupe du Monde? Franchement, j'étais content, mais honnêtement, là, depuis qu'il est sorti... T'aimes pas trop ce qui sort? Il m'a rien donné pour l'instant. Genre les projets communs avec French, t'es pas dessus? Je sais pas, j'ai survolé en vrai, ça m'a pas... Y a rien qui m'a, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, j'ai une théorie, j'ai constaté du haut de mon expérience qu'à chaque fois que les rappeurs passaient plus de 5 ans en prison, quand ils sortaient... C'est compliqué. Il y avait ça avec Mystical, il y avait ça avec je sais plus qui, à plusieurs reprises. Donc maintenant, en vrai, je savais que ça allait... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc de ouf, tu vois. Ok. Et en vrai, je m'en fous un peu de Max B, c'est plus la legacy, tu vois, c'est plus ce qu'il a fait qui est vraiment chambé, plus l'œuvre d'art que lui-même, tu vois. Et Irv Gotti, donc du coup, parce que t'as le morceau REP. Ouais. Je m'y attendais peut-être un peu moins, parce que Murdering, je te sentais moins là-dessus. En vrai, j'étais grave fan de Murder Inc. Parce que j'étais vraiment jeune au moment où Ja Rule il sortait ses sons et je me suis pris à fond. Moi je kiffe Ja Rule, les gros singles, les gros singles. Son bif avec 50 l'a éteint, il est quadrillé d'après. Mais en vrai, moi franchement, je écoutais Ja Rule moi je trouve Ja Rule il a plus de gros hits que 50 Cent en vrai. Enfin, ça se joue un peu, mais. Tu vas loin, en fait, c'est des hits. Ouais, je vois ce que je comprends. Je vais te dire un truc. Si tu vas en club, tu mets les 10 meilleurs sons de Jay-Z, les 10 meilleurs sons de 50, les 10 meilleurs sons de Ja Rule, je vais m'ambiancer plus sur Ja Rule que Jay-Z et 50, tu vois. Alors que je suis d'accord pour dire que Jay-Z et 50 peuvent être au-dessus. Mais c'est parce que t'aimes grave les meufs, ça. C'est vrai aussi. Non, mais je trouve qu'il a vraiment un truc unique. Il a un style de rap hardcore, mais en même temps, justement, il parle beaucoup de meufs. En même temps, ça reste un peu R&B. Il a du flow. Alors, en vrai, 50, il a copié son style, en vrai, en faisant des refrains un peu chantés comme ça, faut pas l'oublier aussi, tu vois. Donc non, Ja Rule, moi je trouve il est underrated un peu. Et les prods de Irv Gotti, elles sont juste incroyables. Oui, c'est vrai qu'on oublie son côté beatmaker. C'est juste un des meilleurs en vrai, tu vois. Enfin, ce qui a donné vraiment une signature musicale aussi à et puis même c'est lui qui avait ramené justement, même qui avait connecté avec DMX, Jay-Z au début. Il a produit pour Jay-Z aussi en vrai. Oui, complètement. Il voulait en fait qu'il y ait un album commun. Jay-Z, DMX, Ja Rule. Leur ego là a fait que ça n'a pas marché. Imagine le truc. Mais du coup, vu que tu parles tu nous disais tout à l'heure qu'un de tes grands soucis dans la musique pendant longtemps, c'était de trouver des bons beatmakers. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je vais aller les chercher de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est devenu beaucoup plus simple et facile avec la démocratisation d'Internet, des réseaux sociaux et tout. J'allais beaucoup aux States et je connaissais du monde là-bas, mais pas trop dans le milieu du rap en vrai. Ouais, d'accord. C'est plus des gens justement dans l'événementiel, le monde de la nuit, un peu tout ça là-bas à New York. Mais en vrai, j'avais pas trop de plug à ce niveau-là. Donc, et puis, je sais pas, moi, alors, déjà pour les feats, ça m'a jamais intéressé, les feats anglais-français. C'est jamais un truc qui m'a. Plein de fois, on m'a dit, tu devrais faire. Moi, j'ai jamais aimé. Je trouve qu'il y en a quasiment aucun. Pour moi, le seul, c'est Supernatural et Rockin' Squad. C'est mon seul feat que j'aime bien. Ah, ok, à l'époque. Mais sinon. La prod a été folle aussi. Dayam avec Sons of Men, mais bon. Solar avec. C'était avec. Gros. Mais globalement, je sais pas, c'est pas un truc qui m'a excité. Donc, du coup, j'avais pas. Voilà. Donc, mais. C'est vrai que ça a toujours été nul. Enfin, globalement, puis je sais pas, sur le feat, pas terrible en vrai, tu vois. Je trouve que c'est un peu comme mélanger, je sais pas. Solar et Missy Elliott, le couplet de soirée était bien, donc sur ce morceau, il était marrant. Et en plus j'ai bien quand il rappe dessus. Alors je suis pas forcément fan de. C'est vrai que c'était pour nous appâter pour écouter Missy, mais franchement c'était des remixes de label quoi. T'as la phase encore en t-shirt blanc comme un peu shirt The Wire, ensuite t'as un REP Gandolfini, et t'as Pleine Lune, ça va partir en Sangoku, donc du coup 3 refs de vieux, je m'inclus dedans mais c'est clairement 3 refs de vieux. Est-ce que t'as vieux mais intemporel? Ah oui, complètement. C'est pour ceux on précise Sopranos The Wire, enfin The Sopranos The Wire et Dragon Ball Z. Est-ce que ce soit en manga ou en série, t'as des trucs pas forcément tout nouveaux, mais plus récents qui t'ont parlé, qui t'ont touché et tout? Récents en manga, je crois pas.
Mais je suis fan de manga de l'époque, tu vois. Ouais, l'époque. En fait, pour moi, Dorothée. Ouais, l'époque, c'était trop chaud, en fait, tu vois. Donc, en fait, pour moi, tu peux pas. J'arrive pas à rentrer dans les nouveaux trucs. Ils ont fait un remake, je sais pas si t'as vu de Ken le Survivant. Ouais, mais il y a sur quelques Prime années. Video. Non, là, tout récent, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Ah ouais. Ouais. Je vais regarder. Ça J'ai vu peut. des images. Parce qu'ils en avaient fait un il y a peut-être 10 ans. Ouais, et c'est c'était pas bizarre. mal. Moi, je trouve c'est un peu chelou. Après, si t'étais en mode Club Dorothée, ce qui va te manquer, c'est les doubleurs fous. Mais que nous on se tape. Ouais, mais ça qui est trop marrant. En fait, moi, j'ai vite commencé à regarder en japonais. Ah, ok, parce que je suis tu peux kiffer le. J'apprends le japonais depuis plusieurs années, donc je suis vraiment un truc. Moi, je kiffe de fou écouter en japonais. Je kiffe trop la langue. Surtout les mangas, ils ont des langues vénères et tout. Genre, c'est des ça, c'est genre. Ah, ça veut dire si t'as un fan de One Piece qui dit ouais, c'est mieux que Dragon Ball Z, tu peux l'insulter en japonais en plus. Je pourrais. Bakayaro. Et du coup, série live action, tu vois, je sais pas, les nouvelles séries HBO ou peut-être les autres, j'en sais rien. En vrai, je regarde beaucoup de séries, mais là, je t'avoue, j'ai tellement de trucs en tête que je pourrais pas te dire. Je regarde beaucoup de séries en vrai. Mais t'as pas de contender sérieux sur les classiques, quoi. Faudrait que je réfléchisse là, je peux pas te... En fait, je te dis, je regarde vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de séries, je regarde quasiment tout ce qui se fait toutes les grosses séries en vrai. Là, je viens de finir Euphoria, c'était pas mal en vrai, la saison 3, elle est assez ouf. Ah ouais. Elle est assez violente. Ouais, je crois que j'ai le moins. Ah ouais, la non. 3. Ouais. Après, c'est vrai que sur la fin, je me dis, bon, où est-ce qu'ils veulent aller Ouais, le délire religieux et tout. Ouais, le délire religieux, ça, c'est ce que tu fais quand t'as plus d'idées. Ouais, c'est comme quand t'arrives dans un film et puis tout d'un coup, t'as des zombies. Ouais, bon, ok. Mais tu sais que c'est pas un film de zombies de base, tu vois. Voilà. Mais après, je trouve que, je sais pas, je la trouvais quand même intense, les personnages, je les trouvais cool et tout. Donc ça m'a diverti, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus la drogue qui est la thématique principale qui a dû te parler. Et oui, tu dis, j'irai pas brûler une poubelle parce qu'un millionnaire marque des buts. Du coup, t'as kiffé la dernière soirée. Alors, la deuxième étoile et tout ce qui c'est marrant parce que moi, j'aime pas. Il s'est passé plein de trucs bien en plus pendant cette soirée. En plus. Mamie Mireille, big up à Mamie Mireille. La vraie festa positive. Moi, j'aime pas du tout le foot. J'ai jamais regardé le foot, j'ai jamais aimé, tu vois. Donc, laisse-moi deviner, t'es plus basket. Tu sais quoi, je suis plus baseball. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est les vrais trucs parisiens. C'est chiant comme la mort ce truc. Comprends rien, c'est drôle des gars. Ouais, en fait, ça faut comprendre un peu, tu vois. J'aime bien le football américain aussi. Mais ça aussi, j'aime bien, mais je suis pas un fou de regarder du sport, tu vois. Ok, je comprends. Et en vrai, juste, je trouve ça vraiment débile, les gens qui vont casser des trucs parce qu'il y a quelqu'un qui a gagné ou pas. Enfin, tu vois, en vrai, genre, vas-y, faites autre chose de votre life, les gars, tu vois. Genre, je comprends qu'on fasse la fête, qu'on mette des pétards et tout, pourquoi pas, mais. Donc cette rime, elle était un peu là, c'était un peu voilà un petit taquin pour un petit. Mais c'est hyper social ce truc de casser là, il y a beaucoup, enfin vu ce qui s'est passé et tout. France 98 c'était déjà comme ça, en 2018 c'était déjà comme ça. Je l'ai fait quand j'étais petit en vrai, tu vois. En vrai c'est pour ça que je juge pas non plus. Ah d'accord. Quand j'étais petit, j'étais un mec de cité, dès qu'il y avait des trucs pour foutre la merde, on y allait, tu vois. On était à 100 sur les Champs-Élysées. Ouais, mais c'était marrant, tu vois. Il y a un truc très et déjà faut remarquer, on dit ce n'est désolé, hein, mais c'est que des hommes qui font ça. Concert d'Ayana Kamura, plus de meufs. Franchement, c'est pas sorti du Stade de France pour casser. Alors, pour le coup, j'étais dehors, j'étais dans la rue ce soir-là. Ouais. Et du coup, j'ai vu énormément de meufs comparé à avant, tu vois. Genre, énormément, tu vois. Bon, beaucoup des gens de banlieue. Ouais, bien sûr, des quartiers pop, ouais. Et il y avait beaucoup de meufs, je trouvais ça marrant. Bah parce que c'est vrai qu'il y a eu des vidéos qui disaient ouais les meufs ne venaient pas et tout, mais ça y est, on n'écoute plus quand les gens parlent, tu vois. Faut aussi investir la rue, investir. En tout cas, je trouve ça cool que ce soit moins un truc de jeunes garçons. Mais c'est vrai que t'as ce truc un peu de il y a deux événements qui se passent en parallèle, un qui est beaucoup plus connoté masculin, un qui est beaucoup plus entre guillemets connoté féminin. Et vas-y. Et un qui est connoté chelou, qui était le concert de Damso. Il était content au concert de moi, j'étais au concert d'Aya, ça vient pas faire. Oui, c'est super. Mais toi, t'es sûr que t'étais là-bas, toi, Giordano. Tu vois, ça sentait bon dans le Stade de France. Ah, c'était bien, les gens, c'est ambiance baddie, tu vois, les baddies, elles sont là, et après, elles rentrent chez elles, pépère. Bah, généralement, quand t'es le seul mec au milieu de 90 000 meufs, la soirée, elle se passe bien. Ouais. On va peut-être conclure, Yérim, si tu vas avoir le temps de faire ta petite. Après, j'ai une question. Tu penses quoi du nouveau maire de Paris ? Je t'avoue, j'ai pas. Emmanuel Grégoire. Je t'avoue, j'ai pas digué de ouf sur la. Lui, il est socialiste. Socialiste, voilà, j'ai pas voté pour lui. En tout cas, j'ai pas voté. Je dois être honnête avec vous. Non, je voulais pas voter socialiste déjà. Et puis, je préfère éviter le sujet sur cette question. J'ai pas de. Bon, de toute façon, il est de gauche comme Drake et hardcore, on va dire. Voilà.
Bah oui, mais moi, tu prêches Il avait sa peine si vous voulez la placer. Tu prêches une convaincue. Bon, on est arrivé au bout de cette émission. Merci beaucoup, Genelsi, d'avoir été avec nous. Merci Mekolo Yerim. Yerim, je vais te laisser ma place parce que tu as un petit bonus. Il va te cuisiner encore un petit peu après la conclusion de l'émission. Merci. Merci à Grice TV de nous laisser les locaux, la technique, le matériel. Grice. Un grand merci. On vous rappelle que le podcast Sortie du Four est dispo chaque lundi sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir les nouveaux projets qui sortent chaque semaine, on les écoute, on les analyse pour vous. On les décrypte parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sorties et c'est pas forcément facile de tout écouter tout le temps. Donc on fait le taf pour vous. Et puis voilà, on sera bientôt de retour en vidéo avec d'autres invités. Merci tout le monde. Alors du coup ça va être d'abord un tournoi un peu façon tier list mais plus tournoi, plus championnat que j'ai conçu un peu comme ton adieu au cocaine rap puisque c'est comme ça aux États-Unis qu'on appelle. Alors ce qui est drôle c'est que je pense que t'as un point commun avec Pusha T, c'est que je pense que t'aimes pas cette étiquette. Parce que lui, il a toujours dit, oui, bon, je comprends, mais c'est plus large que ça quand même et tout machin. C'est ça, je dirais que c'est plus large. Après, je comprends et après, ce monde-là, il est aussi large en vrai. Donc, si c'est vrai. Oui, il y a plein de façons de le mettre en scène, d'en parler. Parler du sujet, et puis ça a beaucoup de ramifications, j'ai envie de dire. L'émission s'est bien passée jusqu'à maintenant pour toi ? Ouais, très bien. Ça va être le moment où tu vas regretter en fait. Ouais, non, là c'est vraiment juste. En gros, je vais te dire des titres d'albums classiques de cocaine rap US. Tu m'en retiens un à chaque fois. Je t'en quoi, T'en choisis un à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait le gagnant final, tout simplement. D'accord. Donc, The War Report de Capone et Noriega ou Am I My Brother's Keeper de Kane and Abel. Oh. The War Report pour sûr, mais okay. gros love pour Kane and Abel. Units in the City de Shawty Low ou Mr. Ice Cream Man de Master P. J'avoue, c'est dur. C'est quoi, juste, je kiffe Shawty Low, j'ai envie de dire Units in the City, parce que il est mort. Ouais. Petit Carlos. Ensuite, Back to the Trap House de Gucci Mane ou Fédéral de E40. Fédéral E40. Gucci, après, j'aimais bien les premiers, après un peu moins. Ouais. Oui, c'est vrai que vous voyez pas. Il y a un calage en hors-champ. Parce que là, il s'est levé en vrai, c'est là, depuis tout à l'heure. Là, c'est son match, là, c'est sa finale. Là, mais grave. Pignata de Freddie Gibbs et Madlib ou Cocaine Inc. de André Nicatina, en sachant que c'était le coffret qui regroupait Cocaine Raps 1, 2 et 3. André Nicatina, c'est vrai, c'est deep quand même, tu vois. Je m'en souviens pas assez des sons, j'ai écouté, je vois très bien, mais donc on va dire, c'était quoi l'autre? Pignata de Gibbs. Pignata, ouais, il était chaud. Too Hard to Swallow de UGK ou Port of Miami. UGK pour sûr. Ouais. Mark Berg de Rock Marciano ou Lord Willing, The Clips. Lord Willing, Rock Marciano, j'ai pas trop. Ok. Mais Lord Willing classique. Et Reasonable Doubt, Jay-Z ou Let's Get It, Thug Motivation 101, Jay-Z. Jay-Z. Ouais. Je suis pas un fan de Jay-Z de ouf. En vrai. Ok. Et Reasonable Doubt classique. Du coup, on arrive sur The War Report ou United the City de Shawty Low. War Report. Fédéral ou War Report. Fédéral ou Pignata. Ah pardon, c'était dans ça. Pignata, vas-y. Ok, alors, attends. Pour les prods, tu vois, c'était vraiment... Ah bah oui, forcément. Mais je kiffe Forti quand même. Est-ce que tu kiffes, enfin t'es à fond sur Madlib? Pas à fond, mais je trouve que les projets étaient beaux et je trouve que c'est des beaux projets qu'ils ont fait. Too Hard to Swallow ou Lord Willing. UGK. Ah oui merde, j'en avais oublié les deux derniers. Bah, c'est pas grave, du coup on va le faire comme ça. Tana Talk de Benny the Butcher ou Only Built for Cuban Links. Only Built. Ok. T'as dit qu'il y a un album de cocaïne rap. Donc on repart. The War Report ou United the City. War Report. Ok. Pignata ou Too Hard to Swallow. Too Hard to Swallow.
JK. Ok. Lord Willing ou Reasonable Doubt? Allez, Reasonable Doubt. Moi, j'ai la VAR de Akalash, c'est trop marrant. Moi, j'attends que la VAR et la VAR, en fait. Je fais la contre-championnat. Je te jure. On arrive en demi-finale. The War Report de Capone Noriega ou Too Hard to Swallow de UGK. War Report. Ok. Reasonable Doubt. On peut en parler après. On peut en parler si tu veux. Reasonable Doubt ou Only Built for Cuban Links. Only Built for Cuban Links. Ok, et donc la grande finale. The War Report ou Only Built for Cuban Links. Ah, War Report, hein, frérot. War Report, ok. Moi, War Report, ça fait partie de mes meilleurs albums East Coast, tu vois. Genre, il est trop ghetto, les prods, elles sont énervées, Noriega, il rappe sale. Pour moi, c'est très, très, très chaud. Y a pas... Puis c'est réel, tu vois. Tu sens que c'est la street, quoi. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas Reasonable Doubt, où tu sens que c'est un peu romancé, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de romance. Je vois. En gros, le côté moins mise en scène, on va dire. Il y a des mecs qui s'appellent Imam Thug, tu vois. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça dit Inch'Allah, Allahu Akbar, ça part devant Daco quand même temps. Désolé pour les gens qui sont offensés, mais pas moi. Alors, maintenant, on va passer au QCM Pen and Pixel. Puisque donc... alors, tu l'avais déjà fait, il me semble, sur 2 EP. Mais là, tu l'as refait sur... Je l'ai fait sur 2 singles. 2 singles, ouais. Avec un truc hiver, un truc machin. Ouais. Voilà, c'était ça. Et là, tu l'as refait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Pen and Pixel, c'est une boîte de graphisme qui est devenue légendaire, en fait, aux États-Unis parce qu'ils ont fait une ribambelle de covers pour plein d'albums et notamment de rap sudiste, avec, on va dire, une esthétique du mauvais goût assumée comme pas possible. Les couleurs, même les motifs, enfin bref. Et donc là, le quiz, c'est que je vais en une phrase te décrire un truc et je les ai mélangés en fait avec des affiches de nanars et de films bizarres. Et donc je vais juste te décrire ce que je vois et tu me dis Pen and Pixel ou film chelou. Ok. Et après, du coup, je te montrerai. Donc... un épouvantail avec un visage de clown devant un arbre, pleine lune et des corbeaux. Pen and Pixel ? Ouais, effectivement. Ouais. Ça me dit quelque chose en plus cette cover. Ok, non, même pas, putain, mais ouais, de ça. Oh, t'inquiète. 3 chiens en costard. Voilà, c'est tout. Pen and Pixel ? Oui, oui, c'était CMP da Game, celui-là. Yes, j'avais, ouais. Mais tu me disais tout à l'heure que le délire Pen and Pixel pour tes covers à toi, ça t'était peut-être un petit peu passé, non ? Ouais, je l'ai un peu usé, quoi, tu vois. Donc je me dis, vas-y. Et comme je disais, des fois, ça fait un peu rap parodie, tu vois. Genre, ça, tu vois. Et puis là, ouais, le clin d'œil a été fait, quoi. Donc, et puis je les ai bien faits, je trouve. En fait, dédicace à Dan Chizen, qui est un Belge qui fait ça très bien. En vrai, à chaque fois, ça a été bien fait, en tout cas. Une mallette pleine de cash, 3 meufs et du sable. Je sais pas. C'est chelou. Ouais, effectivement. Ouais, c'était Pétrole. Ouais. Avec Jean-Pierre Mariel. Ah ouais. Ouais, c'était ça. Ah ouais, moi je vois pas. Bon, t'inquiète, je vous montre. Ok, là je viens de voir. Là, j'ai senti que c'était. C'est un film français en plus. Oui, bah oui, c'est ça qui est drôle. J'ai jamais vu. Alors. Mais je viens de voir. Donc c'est un gars entouré de 2 gars entourés de 6 meufs en très petite tenue, on va dire. Eh bien non, puisque c'était belle blonde et bronzée. C'est là qu'ils ont des bonnes covers aussi, putain. Ah ouais. T'as vu ? Mais qui fait... Et c'est français toujours, c'est ça. Français, c'est wow. Totalement français. C'est français, c'est la police française. Ensuite, un singe, 2 meufs à la fois, on va dire 2 meufs en string, mais avec un casque de soldat. Okay. Et des grenades. Film chelou. Et non, c'était Magnolia Shorty
Monkey on the Desk. Ok, ouais, putain. En plus, Non, qu'est-ce que je dis? Monkey on the Dick. Ah ouais. Le remix, là, ils ont fait Monkey on the Stick, c'était la version censurée. C'est ça. Ah, que c'est ouf. Faut aller la chercher, celle-là. R.E.P. Magnus l'a sorti d'ailleurs. Bah ouais. Légende. Ensuite, un chien géant, des hélicos et des treillis militaires. Ça, c'est pas un pixel, non? Oui, c'est complètement pas un pixel. C'est Bloodthirsty, c'est Mercenary Killers. Putain, je la connais pas, celle-là. T'es allé les chercher loin. Ouais. T'as pas pris des connus, quoi. Non. Science-fiction, voiture dans l'espace. Film? Eh bien non, c'était plutôt Players Like Us, Taking Over. Ah, je la connais pas, ça. La télé, elle est trop deep pour moi. Ensuite... En plus, c'est pas vraiment... Enfin, le style, il est un peu... Ouais, en fait, celle-là, elle fait presque... Dans les anciens Penny Pixel, des fois, ils étaient pas encore dans le truc diamant et tout, tu vois. Serpent géant, meuf à poil, et... ouais, le meuf à poil, en fait, ça va être commun au film et à Penny Pixel très souvent. Et d'autres meufs. Et voilà. et un mec et une voiture sur le côté gauche, voilà. Film? Ouais, film. Ça s'appelle Horrible Carnage. Et c'est... Horrible Mais Carnage. est-ce que tu les as vus ces films, toi, Yérim? Non. Ça, t'as pas vu? T'es pas allé jusqu'à ce point-là? Je suis pas allé jusqu'à là. C'est français? Faudra que tu les regardes tous. Je pense Golgo, grand amateur de nanar, il en a vu une partie. Mais c'est des films français et tout? Pas tous, mais il y en a, ouais. Les Belles, Blondes et Bronzées, Pétrole, ouais. On va dire... j'allais dire comédie, mais non, mais en gros, deux mecs torse nu qui sont sur un soutif géant qui flotte dans les airs. Ça, c'est Penny Pixel. Ouais, tu l'as? Je le vois, ouais. Je sais plus qui c'est. Sex Fiends. Sex Fiends. Sex Fiends, plutôt, ouais, je l'avais déjà vu, celle-là. Elle est un peu hard. Ouais. En fait, si tu veux, les mecs, en fait, c'est que eux, ils recevaient des photos, ils leur envoyaient des photos de eux, et ils faisaient un montage, et ça leur permettait de sortir des trucs très rapidement, sans avoir à payer très cher pour faire une cover de ouf, en fait. C'est un peu ça. Et pour le coup, les mecs qui tenaient la boîte étaient juste très cyniques. Donc ils disaient, bah s'ils sont contents, nous on s'en fout. Mais à un moment donné, ils disaient qu'ils essayaient de calmer les gars un peu, parce que des fois, il y avait des trucs où ils voulaient des fusils avec du sang, avec des trucs, ils disaient, ouais... Et à un moment donné, il a fait un peu de trucs qui ressemblaient à des films un peu vers la fin. Ouais. Regarde Lil Wayne, Lights Out et tout, pour essayer de calmer, parce que les gars ils étaient un peu trop hardcore des fois dans ce qu'ils demandaient, tu vois, genre. Un cimetière, une main de squelette donc qui sort de sous terre et qui tient un être humain qui a l'air de hurler. Ah, je suis partagé. Film? Je sais pas. C'est Penny Pixel. C'est comment ça s'appelle? Lil Sin, Frustrated by Death. Ah, je la connais pas ça. Ouais, tu t'es vraiment allé chercher des de sons qu'on n'a jamais entendus, que t'as jamais entendu toi-même, je crois. Ouais, non, mais il y en a, je les ai découverts, je les ai écoutés du coup depuis. J'allais dire un homme en vert avec un costume vert, un chapeau vert. Ouais, Lil Flip, et l'album s'appelle The Leprechaun. Du coup, ça, je sais que tu le connais. C'était censé être un piège, mais vu que c'est totalement Penny Pixel, parce qu'elle est... T'as Théma quand même. Rappelle-toi comment il est, Lil Flip dessus. Elle est horrible. Je sais pas qu'est-ce qui lui... En plus, il est bien, l'album. Et l'album est cool. L'album est cool, de fou. Je sais pas ce qui lui a pris par la tête. Une voiture, à nouveau une meuf avec un fusil mitrailleur. C'est un film, ça. Ah ouais, bien. C'était La Fureur du Juste avec Chuck Norris. La fille avec un mitraillette, ça pouvait pas être. Bah ouais. Un mec avec des grosses chaînes. Une meuf en petite tenue. Et un mec avec un couteau. Ouais, un couteau. C'est ça. Je parlais Penny Pixel, je veux dire. Eh bien non, c'est Le Défi du Tigre. Waouh. Qui a l'air d'être... Ça a l'air d'être vendu comme un horrible spin-off de Rocky 3. C'est Barracuda? Parce que... Non, c'est Mr. T. Oui, Mr. T, mais c'était Barracuda dans la... Ah bah oui. Un chien géant, à nouveau, posé sur un train, un cheval et 4 mecs.
Un film? Eh bien non, c'était Criminal Element, Hit Them Where It Hurt. Le chien et le cheval, je me demande ce qu'ils foutent là. Mais ceux-là, ils sont vraiment... David Dico, c'est un cheval, il y a un jockey sur le cheval. Je ne sais pas pourquoi. Putain, mais ça me donne envie de l'écouter tellement c'est... T'as vu? Ouais. Tu l'as écouté celui-là? Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas dégueu. T'as écouté tout? Non, je n'ai pas tous écouté. Tout ce que tu connaissais pas. Ça se trouve sur Spotify et tout? Je pense, hein. Ensuite, alors, une soucoupe volante avec un chat dedans. C'est tout. Nono la Grinta. Film? Ouais, film. Un film qui s'appelle Zombie Cats from Mars. Zombie Cat from Mars. Ouais. Wesh. C'est quoi ces films? La sortie d'eau. Ensuite. Voilà ce que fait Irim de ces week-ends. Alors, je pense qu'on arrive... Est-ce que c'est le dernier? Ouais, ça va être le dernier. Un ours et une montagne de cocaïne. Pen and Pixel? Eh bien non, c'était un piège, car c'est Cocaine Bear. Ah oui. Ah, c'est vrai que la montagne de cocaïne, parce qu'en fait, il y en avait un avec des ours, et je m'attendais à ce que tu la sortes. Évidemment, toi, t'attendais... Où est-ce qu'il est? Qui est excellente pochette. Toi, t'attendais Big Bear. Big Bears. Doing Things. Big Bear, Doing Things, incroyable. Incroyable, faudrait que je fasse un t-shirt avec. Les animaux qui se demandent ce qu'ils font là quand même. Hein. Mais Pen Pixel, sans les animaux, c'est même plus la même histoire. Hein. Ils ont la moitié de leur inspiration. Ouais, c'est bon, c'était tout. Eh ben écoute, on dédicace bien sûr tout ça à LB142, je sais pas quoi, la SPA, enfin voilà, tous les protecteurs des animaux. Aucun animal n'a été maltraité. Voilà. Sur ces pochettes, aucun animal n'a été maltraité parce qu'aucun animal réel n'a jamais été sur des pochettes de Pen Pixel. T'imagines avec des vrais animaux. Imagine, il t'habille un ours et t'as Big Bear au milieu, alors tu as posé comme ça. Voilà, un ours en peignoir bien sûr, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, si tu regardes sur les miennes, elles sont bien deep. Hein. Si tu regardes dans le fond, t'as un mec qui fume du crack. Ouais, t'as des détails, je les ai pas tous digués, mais t'as des détails. T'as une prostituée, genre qui sont en train de la draguer, tu vois, il y a plein de trucs super deep. Très Paris, hein. Ouais, finalement. Il y a un mec qui prend des tours Eiffel et tout. Enfin, ça, il y a vraiment. Bah, merci tout le monde. Merci. Bah, merci à vous. Très bonne interview. Impeccable. Merci à l'équipe. À la prochaine et merci à Grice et merci à le Grice. studio. Christmas!